Putain, mais il se passe rien dans cette merde! Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui reviendra sur un opus de la saga Alien. Cette fois-ci, la série télévisée, la première adaptation en série télévisée de la franchise Alien, par Disney en principe, sur la chaîne FX, qui est une des chaînes qu'ils ont rachetées avec le groupe Fox, qui avait la 20th Century Fox et tout le bordel. Cette série est chapeautée par Noah Hawley, je sais pas exactement comment on dit, qui s'était déjà attelé aux séries Fargo et Légion. Fargo, je l'ai pas regardé parce que c'était adapté d'un film des frères Cohen et j'ai beaucoup de mal avec les frères Cohen et du coup je me suis jamais intéressé à la série qui est un truc policier, etc. Je suis pas non plus ultra fan du style, donc si j'ai pas de raison particulière de m'y mettre, je m'y mets pas. Ça montre qu'il est déjà habitué à adapter un univers de film en série et c'est sans doute pour ça qu'il a été choisi, notamment par FX pour qui il a fait la série Fargo. La série Légion, en revanche, j'avais testé et j'avais pas aimé du tout. J'ai pas regardé au-delà de la première saison parce que je m'étais fait chier comme un rat mort et c'est grosso modo ce que je dirais sur cette série Alien également. Légion était aussi réalisée par FX et était aussi une adaptation de film entre guillemets puisque ça devait être le penchant série télé du Marvel Cinematic Universe avec un personnage qui était un mutant, il me semble. Et quand tout le monde a commencé à dire « Mais cette série Alien, elle va être géniale parce que c'est Noah Hawley qui est derrière », tu fais « Ouais ». Et maintenant que la série est diffusée, je vais demander des excuses à tous ceux qui nous ont dit ça et qui nous ont donné des fausses espoirs, parce que, putain, qu'est-ce que c'était chiant! Et c'est ça qui est terrible, pour moi cette série, c'est la quintessence de ce problème actuel de la série télévisée. Alors, c'est en train de me distraire là sur mon retour vidéo, donc je vais vous le dire. Ça, c'est un petit coup de sabot quand je me suis coupé les cheveux tout à l'heure. Donc ce petit trou-là, c'est un coup de sabot. Celui qui est de ce côté-là, que j'ai camouflé mais que vous voyez de temps en temps, c'est une pelade. C'est pas un coup de sabot ou quoi que ce soit. Ça, c'en est un. Donc si voilà, si ça vous perturbe autant que moi, je le dis. Je pense que personne n'avait remarqué. C'est donc le syndrome habituel de la série moderne, la série notamment qui est en sériel. Donc c'est-à-dire qui se développe sur plusieurs épisodes, c'est qu'en fait on a une idée pour une série qui pourrait être plutôt pas mal, mais on a envie de la raconter sur plusieurs saisons, donc on fait des saisons qui en fait sont quasi complètement vides et remplies de filler épisodes, parce qu'en fait il se passe rien, parce que tu veux attendre certains retournements et certaines révélations que t'as prévues pour d'autres saisons et que tu veux pas faire avant. Et le problème avec cette méthode, c'est que si t'es pas sûr et certain que ton histoire intéresse les gens à la fin de la première saison, bah, j'ai envie de te dire que personne n'a envie de regarder la suite, du coup. Et donc là, c'est exactement ça. T'as un principe de base qui est intriguant. C'est, on a ramené un xénomorphe et d'autres espèces extraterrestres sur Terre plus tôt dans la timeline que ce qu'on croyait. Mais alors ça, j'y reviendrai un petit peu après. Et on est donc à voir comment est-ce que ça va se dérouler sur Terre. Tu te dis, bon, ça peut être un peu intriguant. Tu peux avoir une bête qui sort d'isolation, de quarantaine, qui va commencer à foutre la merde de partout sur Terre. Et du coup, il faudra camoufler le truc pour essayer que ce soit quand même raccord avec le reste de la continuité. Mais alors ça, bon, je vais y venir maintenant. La série est plus ou moins dans la continuité d'Alien. C'est-à-dire qu'ils ont décrété que ouais, c'est un peu dans Alien, mais en même temps, pas vraiment. Ce qui veut dire, en gros, on fait absolument tout ce qu'on veut, on en a rien à foutre de la continuité, on en a rien à foutre de bien s'intégrer au reste de l'univers, parce que on n'est pas véritablement canon, en fait. On fait un peu notre truc dans notre coin. Ce qui est vraiment la facilité de base. Et tu fais, pourquoi tu reprends tout l'aura d'une saga pour la mettre en série télé, si tu ne vas jamais t'intégrer à la saga, en fait. Ça sert à rien de reprendre une saga, c'est pour pas t'intégrer dedans. Tu fais une autre série avec d'autres extraterrestres et d'autres aliens, et c'est bon, quoi. Enfin, tu fais pas chier à récupérer Alien pour faire autre chose. Mais donc, ouais, c'est ça qui est assez incroyable, c'est quand même, cette série te présente à la base des concepts intéressants. On a donc 5 espèces aliens qui débarquent sur Terre, et on a tout un groupe de synthétiques, mais d'hybrides cette fois-ci. C'est-à-dire que les synthétiques dans la saga Alien, jusqu'à c'était toujours des trucs qui avaient été créés, programmés. Là maintenant, on a des hybrides qui sont des humains transférés dans des corps d'androïdes. Ce qui du coup aborde la question du transhumanisme et pourrait aborder plusieurs questions vachement intéressantes, mais au final, on n'en fait rien en fait. C'est vraiment, tous ces personnages sont là pour avoir quelques scènes de discussion qui n'apporte pas grand-chose pendant 8 épisodes, jusqu'à arriver au climax de fin où on dit ah bah vous rendez compte, il va se passer des trucs dans la saison d'après. Tu fais oui mais il s'est rien passé ici et je me fais chier en fait, donc je m'en fous de être cette saison d'après. Si t'es pas foutu de me raconter une histoire, de faire un seul épisode véritablement intéressant en 8 épisodes, pourquoi est-ce que j'irai regarder les 8 prochains? Va te faire foutre, c'est nul. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y a plein de setup, mais il y a aucun payoff, donc aucune résolution de ce qui a été mis en place, ou quand il y a une résolution, c'est ultra inintéressant, notamment pour les 5 créatures aliens. Pour être honnête, quand j'ai terminé le dernier épisode, alors
Déjà, on est arrivé à la scène de fin, et il y a la musique de fin qui a démarré, j'y reviendrai à la musique de fin, et quand j'ai entendu ça, j'ai fait, non, c'est pas possible. Je regarde la timeline, je vois qu'on est quasiment à la fin de l'épisode, j'ai fait, putain, c'est incroyable, il s'est rien passé, quoi. Je l'ai vraiment dit à voix haute, quoi. C'est rare que je réagisse vraiment à voix haute devant un truc, mais là, vraiment, j'ai eu le truc, j'ai fait, putain, il s'est rien passé, quoi. Vous nous faites l'épisode de fin de la série, il s'est rien passé d'intéressant, ou en tout cas pas plus que dans les 8 épisodes d'avant. Enfin, que les 7 épisodes d'avant. C'est incroyable, et du coup j'arrive à la fin, je me suis dit, c'est même pas une série qui s'arrête avec une fin, c'est une série avortée. Parce que ça s'arrête littéralement avant la fin du développement. La blague est peut-être un petit peu sombre, un petit peu noire, ça va peut-être pas passer auprès de tout le monde, mais vraiment, il n'y a pas de fin à cette série, il y a un avortement. Rien n'a été développé et tout s'arrête. C'est vachement sombre, je sais pas, ça va plaire à tout le monde. On va revenir du coup sur tout ça au fur et à mesure de ce vlog. Après, je vous préviens, les vlogs sur les séries, c'est souvent dense parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On va commencer par l'histoire, grosso modo. On va, en restant un petit peu à peu près superficiel, mais il y aura quand même une section spoiler, je pense. Et ensuite, on aura dans la technique, et ensuite, on ira dans le détail de tout ce qui compose l'univers d'Alien dans cette série. Honnêtement, le truc, c'est que au début, ça démarre plutôt bien, et c'est ça le truc, le piège de ces séries actuelles, c'est qu'on t'accroche à peu près avec un premier épisode qui passe bien, et ensuite tu te fais chier jusqu'à la fin, et à la fin on te dit venez la saison prochaine, il y aura peut-être quelque chose d'intéressant à voir. J'ai pas l'impression, non. On a un groupe d'enfants qui avaient des maladies mortelles et qui étaient incurables, qu'on a transféré dans des corps d'androïdes, et ils forment ce qu'on appelle les enfants perdus. Et on y reviendra un peu plus loin à ça, il y a toute une métaphore un peu absurde dans cette histoire. Peu de temps après, un vaisseau de la compagnie Yutani s'écrase sur la Terre, mais dans un quartier qui n'appartient pas à Yutani, parce qu'en fait, dans cette série, on apprend qu'il y a 3 entreprises, en gros, qui se font la guerre pour obtenir le contrôle total de la planète Terre, on va dire. Et donc, ça atterrit dans le truc de la compagnie qui appartient à celui qui s'appelle Boy Cavalier, donc Boy Cavalier, qui est un petit génie. Et quand l'histoire commence, cette compagnie envoie donc ses soldats équipe de sauvetage, parmi lesquels il y a Joe, qui est le frère de la plus importante des hybrides, qui est Wendy, qui était déjà sur place d'ailleurs en train de s'entraîner pour un truc, j'ai pas trop compris en quoi. Et l'équipe d'hybrides, puisqu'ils sont hyper résistants et Wendy veut sauver son frère, et c'est elle qui demande à y aller, pour aller enquêter sur le vaisseau, comprendre pourquoi il s'est crashé, et voir évidemment s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à récupérer dedans. Et coup de bol, dans ce vaisseau, on a donc 5 espèces d'extraterrestres, qui ont été rapportés sur Terre par Yutani dans le but de les étudier. On a le xénomorphe, donc l'alien, on a des sortes de tiques, on a une sorte d'œil, on a une espèce de plante qui s'accroche au plafond et qui fout rien de la série, et on a une 5e espèce qui a été gardée secrète pendant une bonne partie de la série. Je me dis, ils vont peut-être faire un truc de ouf avec. Non, rien du tout, c'est juste des sortes d'insectes, en gros, qui bouffent des minéraux, plus que des humains, ils bouffent des roches et du métal et des trucs dans ce genre-là. Et donc, de base, c'est un truc intéressant, et ne serait-ce que l'idée de, on va peut-être du coup passer cette saison entière à explorer ce vaisseau, ou à essayer de contenir des trucs dans le vaisseau, ou si les trucs dans le vaisseau arrivent à s'échapper, à essayer du coup de les récupérer, quoi. Les vaisseaux sont encastrés le vaisseau est encastré dans des immeubles, et donc il y a plusieurs moments où on fait une transition entre le vaisseau et l'immeuble, et il y a même un petit moment où effectivement le xénomorphe commence à aller dans l'immeuble et commence à envahir certaines personnes, etc. Et tu dis, ça peut faire un truc assez intéressant. Tu peux avoir plusieurs personnes qui sont mises en danger par épisode avec aux différents étages, etc. Plusieurs tentatives de bloquer les extraterrestres, etc. Oui, mais en fait, au 3e épisode, tous les enjeux sont rebootés en fait. Parce que on récupère les 5 spécimens, on les amène sur l'île tropicale secrète avec un labo de recherche secret du Boy Cavalier. Du coup, il n'y a plus du tout cet enjeu de le vaisseau qui s'est écrasé sur le truc, quoi. Donc en fait, en 2 épisodes, on a déjà viré un des trucs les plus intéressants qui avait été mis en place. On relance les enjeux du coup de la série, puis qui deviennent donc plus qu'est-ce que va faire l'entreprise de Boy Cavalier avec ces 5 trucs, est-ce qu'on va découvrir des trucs dessus, etc. Et puis on va développer un petit peu plus nos personnages hybrides. Tu te dis que du coup, il nous reste 5 épisodes dans la série, on a 5 espèces d'aliens à découvrir. Peut-être que chaque épisode va être vraiment un focus sur telle ou telle espèce d'alien et te montrer qu'est-ce qu'elle a de très dangereux, qu'est-ce qu'elle peut apporter, qu'est-ce qu'elle peut faire, etc. Que dalle. Il se passe absolument rien d'intéressant et ça traîne jusqu'à la fin. On a même un truc, à un moment, dans l'épisode 5 est entièrement dédié à qu'est-ce qui s'est passé dans le vaisseau pour qu'il se crache. Et tu fais, mais en fait, on a déjà vu les conséquences du truc, on a fait nous-mêmes de notre tête le calcul, quoi, on a bien compris comment est-ce que on était arrivé à ce résultat-là. Et en plus, à l'épisode 3, on vient déjà de quitter le centre-ville dans lequel il y avait l'histoire du début, on est arrivé sur l'île, on a à peine eu le temps de mettre en place les enjeux qu'il allait y avoir sur l'île, qu'on revient en arrière pour
les origines véritablement de l'histoire, et ensuite on retourne à l'histoire. Et tu fais, c'est déjà un problème du truc, c'est super mal raconté en fait. Ça avance comme, vous savez, comme un petit vieux qui veut pas dépasser la limite de vitesse et qui du coup appuie sur le frein. Je sais pas, mon grand-père était comme ça en fait. Dès qu'il voyait qu'il dépassait de 110, genre il était à 100, 111, 112, il appuyait sur le frein. Donc si vous voulez, sur la route, t'es constamment comme ça en fait. Parce qu'à chaque fois t'accélères et il freine et du coup tu te fais balloter comme ça dans le truc. Et la série c'est ça en fait. C'est ça avance, non on recule, ça avance, non on recule. Et il se passe rien en fait. Donc vraiment c'est assez incroyable à quel point c'est pas bien développé, c'est pas bien raconté en fait. C'est aussi pas très intéressant à regarder parce que du coup au final on a que 3 décors différents en vérité, 3 environnements différents pour être plus honnête. Genre on a un décor de couloir d'immeuble, on a un appartement dans l'immeuble, donc ça fait déjà 2 décors, le couloir et l'appartement qui est à l'intérieur, même si les deux ont été construits en même temps. Techniquement ça fait 2 décors. Mais grosso modo, si vous voulez, on a 3 environnements. On a le vaisseau qui s'est écrasé, avec adjointement l'immeuble dans lequel il est encastré, le centre de recherche secret sur l'île tropicale, et la jungle tropicale qui est autour du centre de recherche. Et c'est tout ce qu'on voit. Il y a plusieurs salles différentes dans chacun de ces trucs, mais c'est pas non plus comme si elles étaient incroyablement intéressantes à voir, et du coup sur 8 épisodes, se battre en duel avec 3 décors, c'est un peu laborieux. Et en fait, c'est ce qui montre que c'était une très mauvaise idée de faire ça en série, parce que il y a besoin de beaucoup plus de budget que ça pour faire un truc intéressant. Il aurait fallu avoir quelque chose de beaucoup plus, déjà de beaucoup plus action, où les créatures sont beaucoup plus présentes, donc plus d'effets spéciaux pendant plus longtemps, et donc du coup ça coûte plus cher, plus de décors, plus d'environnements différents, etc., etc. Et au final, ils ont pas les moyens de faire ça, donc ils font quoi? Ils isolent nos personnages dans des lieux qui sont pas intéressants et dans lesquels ils font rien intéressant, et ils parlent et ils échangent pour ne rien dire, quoi. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont mal développées, notamment par exemple la relation entre Wendy et son frère. C'est-à-dire que du coup, ils vont se retrouver au bout d'un moment, je crois que ça arrive à l'épisode 2, un truc dans ce genre-là, et en fait, c'est un peu le truc, c'est que tout passe un peu trop vite, et est abordé trop superficiellement, et tu comprends jamais trop ce qui se passe. En fait, à l'épisode 2, donc, ils se retrouvent, et immédiatement, genre dans la minute après laquelle ils se sont retrouvés, elle en fait elle veut pas lui dire quelle est sa petite sœur dans ce corps d'hybride parce que officiellement elle est morte, officiellement ils ont pas dit à sa famille qu'elle était encore vivante, tu sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils sont devenus ses parents, je sais plus exactement, mais peut-être qu'ils sont morts, bon je sais, mais tu sais pas pourquoi est-ce qu'on devrait mentir et dire qu'ils sont morts en fait. D'ailleurs, il y a un moment où il y a un autre hybride dont on menace les parents et tu fais mais du coup le parent est au courant que le gamin est encore vivant, en fait. Comment ça se fait que du coup le frère de Wendy l'était pas? Je crois qu'apparemment c'est la famille de Wendy qui a décidé. Enfin bref, vous voyez à quel point c'est confus et que laborieux comme truc. Et donc en fait ils se retrouvent et immédiatement il y en a un du groupe des enfants perdus qui lâche le morceau, qui lâche que c'est la sœur de ce mec-là. Et genre ils font 2 pas dans le couloir et d'un seul coup ils se retournent et ils se jettent dans les bras les uns des autres. T'as la caméra qui tourne autour avec la musique qui est en mode parce que c'est joyeux, ils se retrouvent, etc. Et tu fais mais on n'a pas assez travaillé tout ça en fait, on n'a pas assez travaillé la tension entre les deux, le moment des retrouvailles, ça aurait pu être justement quelque chose qui pourrait être tenu un peu plus longtemps pour donner quelque chose d'intéressant, le fait qu'elle cache quelque chose, non, c'est révélé tout de suite, et dès que c'est révélé, il y a tout de suite la scène émotionnelle, et ensuite c'est fini, on part à autre chose, et tu fais... C'est bizarrement raconté comme histoire, et par la suite, il y a des moments où ils vont commencer à s'engueuler, mais pour des trucs qui n'ont pas vraiment de sens, et au final, même quand ils s'engueulent, ils continuent à être ensemble, donc tu vois pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils se sont engueulés d'un seul coup, c'était pour faire une scène pour occuper pendant 5 minutes, quoi, pendant les voir en train de se prendre la tête pendant un moment, et finalement ça n'a aucune conséquence, parce qu'on voulait pas que ça ait des conséquences, on voulait juste occuper un moment de l'épisode, en fait. Il y a tout un semi-conflit à la fin, où Joe a été obligé de taser une hybride Android qui était sur le point de buter quelqu'un, et genre, la Wendy, elle comprend pas comment est-ce qu'il a osé taser sa pote pendant qu'elle était sur le point de buter quelqu'un, quoi. Et tu fais, mais c'est ridicule comme truc. Elle lui fait, ouais, mais t'es là pour défendre et pour protéger la vie, etc. Et tu fais, bah oui, donc il a empêché quelqu'un de mourir, en fait. Ta gueule, c'est complètement con ce que t'es en train de dire. Ah, il y a des trucs qui sont vraiment très bizarrement foutus. Celle qui s'est faite taser, elle est en train de perdre un peu la boule, parce que elle est en train d'être confrontée à certains des changements qu'il y a eu quand elle est passée dans un corps artificiel. Il décide, pour résoudre le problème, d'effacer sa mémoire. Sans prévenir personne dans le centre de recherche. Ce qui fait que, évidemment, à la seconde où elle se réveille, et c'est immédiatement après, il y a la scène où on lui efface la mémoire, scène d'après, elle se réveille, elle est à côté de Wendy, et Wendy qui lui fait, bah alors, qu'est-ce qui t'est arrivé tout à l'heure, pourquoi t'as fait ci, c'est ça, et elle qui fait, mais j'ai pas du tout fait ça, qu'est-ce que tu racontes? Et du coup, évidemment, elle redevient encore plus dingue, encore plus parano, elle recommence à déconner, enfin, c'est complètement con, tu fais pas un truc comme ça, où tu remets à zéro quelqu'un sans prévenir les autres,
pour éviter qu'ils disent des conneries, quoi. T'as peur de quoi? Qu'ils lui disent, qu'ils lui révèlent quelque chose? Quand elle va se réveiller, qu'ils vont voir qu'elle a pas de souvenir, ils vont lui dire, évidemment, vous êtes con, vous êtes complètement con. Il y a beaucoup, je regarde un peu alors, j'ai des notes sur mon vaillant BlackBerry, et j'ai des notes aussi papier, parce que du coup, j'ai essayé d'organiser toutes mes idées, et il y en a un peu partout, j'ai des trucs qui sont encastrés, donc il va falloir que je me rapproche pour voir un peu mes écritures pattes de mouche. Mais il y a beaucoup de facilités scénaristiques. Il y a un truc très bizarre, par exemple, ils savent déjà que ça s'appelle un xénomorphe, un alien. Ça n'avait pas de nom dans le premier Alien, ils l'ont nommé seulement dans le 2, je crois. Mais là, en tout cas, dès qu'ils le trouvent, ils savent direct le nommer xénomorphe, quoi. Ils peuvent même pas lui donner un autre nom temporaire juste parce qu'ils savent pas ce que c'est, ils l'étudient, ils essaient de découvrir le truc. Non, ils ont déjà le terme qu'on va utiliser dans le reste de la saga. C'est bizarrement foutu aussi comme truc. Il y a un personnage qui, pendant 7 épisodes, est constamment en train de perdre ses moyens dès qu'on lui pose une question. C'est dès qu'on lui dit un truc, c'est parce que donc c'est tous des gamins dans des corps hybrides, donc des fois ils sont complètement dépassés par un truc et ils savent pas quoi répondre. Évidemment, au moment où ça peut servir au scénario, quelqu'un lui dit bah alors vous faites quoi, et il se retourne, il fait bah on fait ça et tu perds pas tes moyens cette fois-ci. C'est ce qui te caractérise depuis le début du truc, mais là cette fois-ci tu perds pas tes moyens. Il y a tout un truc aussi, un jeu avec un personnage qui est endormi. Et que 2 personnages essayent de cacher dans un coin, ils vont se faire surprendre par un groupe de soldats, donc ils se cachent en abandonnant le corps dans un endroit, et ils se retournent, le corps a disparu sans faire le moindre bruit, on est en plein milieu de la jungle, hein. Il y a des brindilles partout, il y a des feuilles et des machins, le truc a disparu sans faire le moindre bruit, pour être découvert 2 secondes plus tard, quand la caméra fait un panoramique vraiment de 2 cm sur la droite, parce que le mec est juste 2 cm sur la droite, et tu fais, mais du coup, il est resté traîné là, un peu hagard, réveillé un peu dans les pommes et tout le bordel, et les soldats dont il était en train de se planquer, qui étaient là il y a 2 secondes, ils l'ont pas vu en passant, ils l'ont pas vu se réveiller, ils l'ont pas vu se lever, ils l'ont pas vu machin. Mais alors, celle qui m'a vraiment rendu dingue, c'est, il y a un des hybrides qui va se faire bouffer par un des aliens, une des créatures. Et pour réussir à le foutre dans une pièce isolée avec la créature, ils ont fait la séquence la plus absurde possible, où il doit juste ouvrir une porte pour poser un plateau repas. C'est un androïde, un hybride, donc du coup il a une force surhumaine. Au lieu de simplement ouvrir la porte rapidement, foutre le plateau au sol, refermer la porte, régler en 2 secondes, il ouvre la porte et il commence à faire un truc où il se colle à la porte, et ensuite de dos à la porte qui s'ouvre de là, quoi, enfin de derrière lui. Donc il y a la porte qui s'ouvre comme ça, il l'ouvre un petit peu, quand il arrive à avoir à peu près l'espace de mettre une jambe, il se met au bout de la porte, il met une jambe à l'intérieur de la cage, et il se remet de l'autre côté du truc, et il se retrouve un moment avec donc une jambe à l'extérieur et qui retient la porte, et une jambe à l'intérieur, et il doit juste poser un plateau par terre, et il est en train de faire une espèce de jeu d'équilibriste de 3 ou 4 minutes, à essayer de poser le plateau par terre, machin, en équilibre, etc. Tout ça pour qu'il finisse par se faire attaquer par un truc, quoi. Et tu regardes le truc et tu fais, mais... Vous saviez pas écrire une situation où le personnage pourrait correctement se faire surprendre par une de ces créatures, et il n'y en a pas une qui aurait pu justement réussir à s'échapper d'un truc, par exemple. Pourquoi vous utilisez la façon la plus absurde et tarabiscotée de faire en sorte que le mec se fasse contaminer, quoi? Et puis alors, un des gros problèmes de cette série, c'est qu'en fait, elle a exactement le même problème qu'Alien Romulus. Elle essaye de proposer des trucs neufs, mais de façon beaucoup trop superficielle pour que ça amène à quoi que ce soit. Ce qui est montré est au final pas très intéressant ou pas bien expliqué. Toute l'intrigue dans cette saison, c'est que Wendy entend les conversations des xénomorphes. Elle entend leurs cliquetis, leurs grognements, leurs machins, elle les entend dans sa tête en fait. Et elle finit par réussir à leur parler, même en reproduisant le truc. Et ça aboutit à quelque chose vers la fin du film, enfin vers la fin de la série. Malheureusement, c'est le pire truc auquel ça pourrait aboutir. Mais on n'explique jamais pourquoi en fait. De toute la série, il y a aucun moment où on t'explique pourquoi d'un seul coup cette meuf, dans son corps d'hybride, entend les xénomorphes dans sa tête et réussit à leur parler et faire des machins. Tu sais pas, est-ce que ça vient du fait que ce soit un corps d'androïde? Est-ce que ça vient d'un truc qu'elle avait quand elle était gamine? Mais pourquoi? Enfin, quel humain peut comprendre du coup les xénomorphes et leur parler, etc. Mais en plus, quand c'est pas en train de te proposer du neuf inintéressant, ça te propose de l'ancien remâché, mais à mort, quoi. C'est-à-dire que toute l'histoire dans le vaisseau qui s'écrase sur Terre, qui s'appelle le Maginot, j'ai pas compris, parce que est-ce que c'est un rapport avec la ligne Maginot? Mais en quoi est-ce que c'est un parallèle intéressant? C'était censé être la ligne de défense française, et elle a été contournée par l'armée nazie. Et c'est quoi le rapport avec les aliens? Parce que du coup, les aliens, il n'y a pas de ligne de défense contre les aliens. Au final, on a bien réussi à les récupérer, on les a ramenés sur une île. Donc,
Je comprends pas trop. Est-ce que ça va être développé après, dans deux saisons, peut-être, mais je sais pas. Mais donc, le vaisseau, donc le Maginot, il s'y passe à l'intérieur exactement ce qui se passe dans Alien, le premier Alien, et c'est au point où absolument tout dans le vaisseau ressemble. C'est drôle parce que c'est pas le même vaisseau, c'est pas exactement le même modèle de vaisseau, mais tu sais pas pourquoi c'est organisé exactement comme le Nostromo, avec les couloirs au même endroit, les différentes pièces au même endroit, par rapport les unes aux autres, etc. Tout est exactement dans la même configuration, c'est la reproduction à l'identique des décors. Jusqu'à la petite salle dans laquelle il y a Mother et tout le bordel, quoi. Et tu fais, mais pourquoi vous en faites un nouveau vaisseau? Pourquoi est-ce que vous refaites exactement la même chose que dans un autre film, en plus, en moins bien? Bon alors, c'est rigolo qu'ils fument tous comme des pompiers dans le truc, parce que du coup, ça a un côté très années 70, 80, 70, l'époque où est sorti le premier Alien. Mais malgré tout, c'est juste pour que dans ce segment-là, on ait ce sentiment d'alien, parce que dans le reste de l'histoire, personne ne fume comme un pompier comme ça. C'est vraiment un truc qui est juste présent pour reproduire, du coup, les scènes du premier Alien. Alors, ils ont adapté le truc du diaphragme, vous savez, le fameux diaphragme qui s'ouvre pour donner accès aux conduits de ventilation, d'aération, un truc dans ce genre-là. Là, en fait, ils ont reproduit le truc, mais ils en ont fait un tout petit, et ça sert, en fait, à transvaser des éléments entre deux cages dans lesquelles il y a des spécimens d'aliens. Donc là, pour le coup, c'est une réutilisation intéressante, ça essaie d'en faire quelque chose d'un peu différent, c'est pas, ça reprend un peu le visuel, mais ça le fait pas exactement à l'identique, comme l'avait fait un peu Romulus. Par contre, il y a effectivement des tonnes et des tonnes de trucs dans cet épisode qui reviennent de ces films aliens, et il y en a plein qui sont mal faits, qui sont pas dans la continuité. Par exemple, ils ont encore refait ce putain de champ de force bleu qui, ici, est généré par les œufs, qui protège les œufs, et tu fais, mais du coup, dans Romulus, il y avait pas d'œufs. Donc, pourquoi est-ce qu'il y avait ce truc bleu si c'est les œufs qui provoquent ce truc bleu, justement? Ce truc bleu, c'était censé être une technologie du vaisseau des ingénieurs ou des, comment ils s'appelaient, les space jockeys, avant qu'on sache que c'était les ingénieurs. C'était ça qui générait ce truc, cet écran bleu qu'il y avait au-dessus des œufs. C'est pas un truc qui est généré naturellement par le truc, ça n'aurait aucun sens de le générer naturellement. Je veux dire, ça sert à rien, c'est même pas une vraie barrière qui empêche aux gens d'avancer. Et les œufs savent détecter ce qui est à côté d'eux sans avoir besoin de ce truc-là, bleu, en fait. Donc ça sert à rien. C'était clairement un truc des extraterrestres, mais trop, comme le vaisseau était craché, sans doute pas assez d'énergie pour que le truc résiste véritablement. Ou c'était peut-être une autre fonction, c'est peut-être juste pour retenir l'atmosphère plus que le reste, mais pourquoi est-ce que vous faites encore revenir sur ce truc-là? Ça sert à rien. Et pourquoi en plus c'est pas raccord avec votre propre autre film? Surtout pour notre exemple, c'est qu'après ils te disent qu'ils transportent les facehuggers vivants, comme ça, parce qu'on ne peut pas congeler les facehuggers ou d'autres créatures qui sont dans le truc. Et tu fais, mais attendez, Romulus, ça se passe entièrement. La base des emmerdes commence quand ils retirent le tube de le truc de cryofuel du mur, et du coup ça arrête le refroidissement des facehuggers. Pourquoi est-ce qu'on pourrait même pas congeler ce prédateur ultime qui survit à n'importe quelle condition de vie? Rien que ça, c'est absurde, en fait, comme truc. C'est vraiment, rien qu'au niveau de l'histoire, c'est une catastrophe. On va passer vite fait sur un volet technique avant de rentrer sur les trucs de la saga. Ce que j'ai tourné fait déjà 38 minutes. Il va y avoir beaucoup de coupes sans doute, mais bordel, ça va être long. Au niveau technique, il y a évidemment quelques trucs qui sont bien faits et qui passent. Je veux dire, esthétiquement, la série est pas dégueulasse non plus, ça a pas un look hyper cheap ou quoi que ce soit. Les effets spéciaux sont grosso modo plutôt ok. Et il y a quelques bons plans aux bonnes trouvailles. Il y a notamment une séquence dans le premier épisode où les enfants sont transférés dans leur corps hybride. Et il y a toute une scène de réveil qui est un plan séquence qui va tourner autour de la table sur laquelle on stocke à la fois le corps du gamin et le corps hybride dans lequel il va être transféré. Et on va faire des sauts dans le temps avec les différents mouvements de la caméra, c'est-à-dire qu'elle va filmer un truc dans un côté, qui va être un des gamins qui se réveille, elle va se tourner dans l'autre sens, c'est un autre gamin qui est sur la table, elle va se tourner ici, ça va être le gamin de hybride qui est réveillé et qui voit le truc, il y a tout un tas de successions de trucs comme ça dans ce plan séquence, qui marche plutôt bien. Et il y a un petit truc que j'avais bien aimé dans l'épisode 5, il y a un moment où on voit un personnage dans son tube de cryostase, et il y a du sable sur son tube, et en fait avec l'angle de caméra, le sable est exactement là où la cage thoracique de la personne va exploser ensuite pour faire naître le xénomorphe. Donc ça, c'était plutôt bien foutu, il y avait des trucs qui étaient intéressants. Mais j'ai détesté de très très nombreux aspects techniques également. Peut-être un truc alors qu'il y a un demi-teinte, c'est intéressant, enfin, vu le truc, c'est demi-Bonnet Land, ce film. La demi-bonnette, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais donc les objectifs des appareils photo sont ronds, circulaires, ont des lentilles, et tu peux mettre devant ton objectif une demi-lentille coupée au milieu, ce qui te permet de séparer ton image avec deux profondeurs de champ différentes. Parce que du coup, cette demi-lentille va faire le point différemment de l'autre côté de la lentille, et donc tu peux avoir quelque chose de très très proche de la caméra qui va être très très net,
et quelque chose qui sera très très loin de la caméra, qui au lieu d'être flou, va être net parce que on a séparé les deux, et du coup on a une profondeur de champ différente dans l'image. C'est une technique que j'adore, et ça fait très longtemps que je dis, s'il y a une demi-bonnette, ça peut pas être totalement mauvais non plus. Je crois que la série a relevé ce détail, et s'est dit, très bien, alors je vais mettre des c'est une blague, bien sûr. Et a dit, je vais mettre des demi-bonnettes partout, comme ça, ma série sera forcément géniale. Parce que c'est incroyable, je n'ai jamais vu autant de demi-bonnettes dans une série ou dans un film même, en règle générale. Même Brian De Palma, il en met pas autant dans ses films, il y a quelques plans par-ci par-là, mais là, il y a vraiment partout, qui sont pas forcément extrêmement utiles. Il y a certains moments où c'est utile, il y a des moments où, par exemple, t'es dans Mother, et t'as le point sur le personnage principal, qui du coup est net, et derrière lui ça doit être flou, mais comme on veut qu'on voit ce qu'il y a derrière la porte, une personne qui supplie ou un alien par exemple, il y a une demi-bonnette et du coup le fond est aussi net que le personnage qui est au premier plan. Et il y a des tonnes de plans comme ça. Et il y en a aussi qui servent quasiment à rien. Je veux dire, il y a plein de plans qui sont avec des demi-bonnettes où tu te dis mais pourquoi en fait? Enfin bon. Je voulais en parler parce que je sais qu'on va en parler parce qu'il y en a vraiment partout, et moi j'adore ça donc j'en parle à chaque fois. J'étais content de voir des demi-bonnettes, mais il y a un moment où tu te dis, ça fait trop de demi-bonnettes et au final, c'est pas si intéressant que ça, en fait, au bout d'un moment, à force d'être trop utilisé. Mais alors, le reste de la technique, c'est une catastrophe, notamment le montage. J'ai vomi le montage de cette série du premier au dernier épisode. Ils ont que des idées de merde. Il y a notamment, dans le premier épisode, le montage au début est d'un chaotique, d'un confus. C'est le réveil des membres de l'équipage. Ils sont en train de se parler autour de la table. Et déjà, comme il y a plein de personnages et que c'est une table ronde et que tu peux pas tous savoir l'image en même temps, c'est extrêmement cuté. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de personnages et qui se parlent tous les uns au-dessus des autres et assez vite, tu fais genre 1 seconde sur ce mec, 1 seconde sur ce mec, 1 seconde sur ce mec, 1 seconde sur ce mec. Et ça va vraiment très très vite. Et au-delà de ça, en plus, au-delà de ce montage déjà rushé et cuté, ils rajoutent des plans qui n'ont rien à voir avec l'histoire, mais qui montrent vite fait des sujets qui sont évoqués dans la conversation, avec des plans de plus tard dans la série. Notamment, il y a un plan sur le fameux boy cavalier là, qui est en train de faire le con avec ses pieds sur la table. On y reviendra à lui avec ses pieds. Beaucoup de choses de cette série m'ont répugné en fait. Et donc t'as des plans sur lui qui sont intégrés au truc. C'est vraiment dans l'épisode 1, t'as des plans des épisodes 4, 5, 6, 7, 8, machin, etc. qui sont incrustés de façon flash. Alors que t'es déjà confus, t'es déjà perdu dans ce qu'on est en train de te raconter avec ce montage qui est beaucoup trop rapide. C'est-à-dire, déjà, dès que la série commence, il y a un problème, quoi. Cette séquence, elle est dégueulasse. Catastrophique au niveau du montage. Apparemment, c'est un truc habituel de Noah Hawley. Il ferait beaucoup de montages parallèles comme ça, où des personnages sont en train de parler d'un truc, et t'as des plans qui évoquent des séquences qui viendront plus tard, ou dans ce genre-là. Peut-être, mais c'était dégueulasse quand même, et c'était super désagréable à suivre, et c'était vraiment, je trouvais ça maladroit, quoi, extrêmement maladroit. Et ils poursuivent quelque part sur cette idée, parce qu'en fait, le titre de la série et le résumé des épisodes précédents sont combinés en un. Au début de chaque épisode, tu vois les différents traits de Alien Earth qui apparaissent les uns après les autres, avec un petit bruit un peu étrange, un peu particulier, puis une musique qui est angoissante et qui monte petit à petit. Et derrière les apparitions de ces images, de ce titre, tu vois des images des épisodes précédents, avec certains événements qui sont produits, mais le tout est fait sans aucune narration. Ce qui fait que tu vois bien que ça résume le truc, de toute façon t'as vu l'épisode, donc tu vois bien que c'est un résumé du truc d'avant, mais ça paraît ultra chaotique et bordélique en fait. T'es en train de dire, je suis en train de voir le titre ou le résumé de l'épisode précédent, et si c'est le résumé de l'épisode précédent, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de me parler, de me dire très clairement et de me citer les phrases qui sont importantes dans les épisodes précédents en fait? Parce que c'est ça le but d'un résumé des épisodes précédents. Bon, déjà c'est une série qui est sortie avec un épisode par semaine, donc évidemment t'es obligé de résumer un peu ce qui s'est passé avant, mais du coup si tu résumes sans résumer, c'est-à-dire sans mettre les extraits avec les dialogues et les machins et les phrases qui sont importantes à retenir et les concepts qui ont été mis en place d'importants, qui sont répétés, etc. pour bien te mettre en place ce dont on va parler dans l'épisode, ça sert plus à grand chose non plus, quoi. Donc c'est désagréable en tant que titre, c'est désagréable en tant que résumé des épisodes précédents. Je comprends pourquoi ils ont mélangé les deux. C'est insupportable. À chaque fois qu'un épisode démarrait et que je voyais ce truc, j'étais en train d'attendre que ça passe. Ils ont une obsession pour les surimpressions pendant toute la série. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où il y a un personnage qui est en train d'être pensif et ou même de parler. Et tu vas voir en surimpression au-dessus une autre scène qui est liée à ça, ou ce à quoi est-ce qu'il pense, ou un autre événement, ou un truc dans ce genre-là. Et pareil, enfin c'est comme les demi-bonnettes en fait, quand tu finis par en mettre partout, ça a plus de sens, et ça a juste l'air d'être un effet de style pour te dire, vous avez vu, c'est joli ce qu'on vous montre. Ouais, ok, mais ça raconte toujours rien en fait. Mais c'est vraiment insupportable au niveau de la technique. Il y a des choix que j'ai pas compris. Il y a
Le début est adéquatement impressionnant, parce qu'il faut te mettre dans l'épisode, avec le crash du Maginot sur la ville, et en fait, il y a les personnages qui sont sur un toit. Ça me paraît bizarre qu'ils se fassent pas entraîner d'ailleurs avec le truc, mais bon, peu importe. Et ensuite, tu vois le personnage, alors je sais plus si c'est déjà si c'est encore sur le toit ou si c'est déjà au sol, et il fait un gros ralenti en criant Medic 10 to the right! Et tu fais, pourquoi il y a un ralenti sur le frère de Wendy qui est en train de hurler? Tu fais, j'ai pas compris, ça paraît vraiment incongru dans le montage, tu sais pas pourquoi ils font ça à ce moment-là, etc. Et alors, on a parlé du titre et du résumé d'épisode précédent, il faut qu'on parle des fins d'épisode. Parce que qui a eu cette idée merdique de terminer tous les épisodes sur du putain de rock californien? What did you do? Qui a eu cette idée de merde? Est-ce qu'il a cru que c'était cool? Est-ce qu'il a cru que c'était rétro pour faire dans la vibe nostalgique globale du truc? Je sais pas ce qu'ils ont eu en tête pour prendre cette décision, mais alors c'est l'une des pires décisions de la série, quoi. Parce que déjà tu t'es fait chier à suivre un épisode, mais en plus te faire signaler que t'arrives à la fin de l'épisode avec du rock californien de merde. Ah, mais quelle horreur! Quelle horreur! Putain, ces séquences de fin, c'est horrible! Je me répète, pardon, mais... Donc ouais, enfin, au niveau technique, au niveau du montage, au niveau de l'organisation des trucs, etc., c'était insupportable. Mais alors, là où le bas blesse vraiment, c'est aussi au niveau des effets pratiques. Les effets spéciaux numériques, je vous ai dit vite fait au début, ça passe. Ils sont bien faits, il y a aucun plan où tu vois ça et tu dis non, c'est cheap, c'est mal fait, c'est pas crédible, etc., etc. Donc non, ça passe. Mais alors, putain, le xénomorphe et le facehugger, comment est-ce qu'ils ont l'air en plastique? Je les ai jamais vus aussi cheap, quoi. Il y a des plans sur le facehugger que tu vois attaché à un visage, et quand tu vois le truc, tu vois que le plastique est trop blanc, mais surtout taillé de façon trop grossière. Tu vois que c'est pas reçu la minutie que ça reçoit dans les films habituellement. Mais tu dis, putain, ils étaient en train de faire Alien Romulus juste à côté, ils pouvaient pas mélanger les deux productions pour pouvoir récupérer les xénomorphes les facehuggers de l'un pour les foutre dans l'autre. Bon, ils sont noirs dans Romulus, donc peut-être que ça aurait pas collé du coup au niveau de la continuité ou du machin, mais ils avaient le moule déjà pour faire celui qui est noir, ils ont qu'à réutiliser le moule pour faire celui qui est blanc comme dans les films d'avant, et c'est très bien, quoi, et ça passe et tout le monde est content. Et le xénomorphe, mais il est horrible. Alors déjà, manifestement, ils ont oublié que le truc est censé être gluant, en fait. Parce que pendant toute la série, il reflète vite fait certains trucs, notamment avec son casque, mais le reste du corps est beaucoup trop sec. Je cherchais le terme à mettre, quand je voyais le truc arriver à l'écran, je comprenais pas quel était le problème, pourquoi ce qui me paraissait aussi faux, et j'ai fini par comprendre, le truc est sec en fait. Un alien, c'est censé être un peu mouillé déjà parce que ça reflète bien la lumière et c'est cool, notamment quand tu joues sur l'ombre et des trucs dans ce genre-là, ce que la série ne fait pas. Mais surtout, ouais, tu sens en fait que c'est du plastique, ou je sais pas, du silicone, un truc dans ce genre-là, mais à nu, en fait. Il y a rien au-dessus, il y a pas un truc il y a pas d'eau pour le rendre un peu plus liquide, il y a pas de gel pour le rendre plus gluant. Le xénomorphe bave à peine. C'est quand même un des trucs de base du xénomorphe, que ça bave constamment, ça bave à peine. Le costume, tu vois que c'est un costume, et tu vois que c'est un mec dans un costume. Ce qui peut passer, mais ce qui généralement passe plutôt mal. Il y a toute une scène où tu le vois en train d'avancer dans un couloir, et genre il avance en mode... t'as l'impression que c'est Michael Jackson, il est en mode... Ouh. Aouh. Il vraiment il fait des mouvements comme ça bizarres avec ses bras et ses machins. Et la meilleure scène, j'en ai diffusé un extrait sur Twitter, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais il y a une scène où dans le Maginot, le vaisseau qui s'écrase ensuite sur Terre, il y a un moment où un personnage est enfermé dans le truc de Mother et quelqu'un se fait buter à la porte. Et l'alien bute la personne hors champ. Alors déjà, pourquoi tu la butes hors champ? T'es dans une série d'horreur, montre-nous en train de la buter, le truc. Et d'autant qu'il lésigne pas sur le gore, hein, il y a des trucs très gore dans tout le truc. Mais à ce moment-là, du kill de l'alien, on le montre pas, parce que il pourrait avoir l'air menaçant, ce serait quand même chiant. Et il a fini de buter la meuf, et il recule pour voir, du coup, le mec, pour retourner voir celui qui est dans la chambre de Mother, mais il recule en mode, c'est un camion qui est en marche arrière, quoi. Le truc, il est bloqué dans sa position, et il est... T'entends les roulettes qui grincent, ou moi j'ai mis du coup le bip du camion. Enfin,
le mouvement est dégueulasse. Et alors ça essaye de copier le comportement de l'alien dans le premier Alien de Ridley Scott, parce qu'il y a toute une scène où il va attaquer Lambert, où il avance et tu as l'impression qu'il est tracté sur un chariot, quoi. Tu le vois qui avance de façon un peu trop parfaite, avec les bras qui vont bouger un tout petit peu, etc. Mais tu fais, oui, mais c'était les années 70, évidemment c'était un petit peu cheap, c'était un petit peu machin, le mec il avait du mal à se déplacer dans le costume sans doute, parce qu'il avait son gros casque, du coup il voyait pas où il allait. Donc tu fais, je comprends que dans les années 70, on ait fait un plan comme ça, et genre c'est un plan, et c'est pendant quelques secondes, parce que ça se voit et c'est dégueulasse, quoi. Il y a un petit côté un peu étrange, avec le fait qu'il avance comme ça, mais ils l'ont mis extrêmement rapidement, parce que déjà dans les années 70, ils se rendaient compte que c'était dégueulasse, quoi. Et là, ils le font sciemment, en gros plan devant la caméra, donc tu vois tout le truc qui est en train de reculer super lentement, d'arriver à la caméra, et encore s'il bougeait pendant qu'il reculait, il était pas juste en train de faire un mouvement arrière, mais qu'il faisait un truc genre, hop, et puis il tourne un petit peu la tête, et puis quand il arrive devant, il est en train de baver tout le... Ouais, ok, très bien, mais il est vraiment genre en train de reculer comme ça, sans bouger, et quand enfin il est devant la porte, là il bouge et il fait et tu fais... C'était dégueulasse cette séquence, c'était quoi cette horreur? Et le pire en plus dans cette séquence, c'est que ça te fait porter attention aux détails du costume, et comme il n'y a pas de truc gélatineux ou machin pour combler les défauts, je crois qu'on voit très clairement la ligne de séparation entre le casque et le bas du truc de l'alien, parce que c'est pas le même matériau, donc ça a dû être assemblé, et tu vois que tu vois la ligne de l'espèce de casque transparent de l'alien qui a été clipsé au-dessus du truc, tu vois. C'est dégueulasse. C'est incroyable à quel point c'était dégueulasse. Et donc, on peut revenir maintenant sur certains points plus précis, et notamment sur l'alien. C'est une catastrophe à quel point on l'a rendu ridicule, quoi. Déjà, de base, donc oui, il y a ce mouvement dégueulasse, je l'avais mis dans cette section-là, mais bon, bref. On l'a relooké dans cette série, et je ne sais pas pourquoi l'alien est marbré. Vous savez, comme dans le marbre où il y a des filons de trucs d'une couleur différente, le marbre noir avec du blanc au milieu, ou le marbre blanc avec du noir au milieu, etc. C'est un peu la même chose. Il a ce casque marron noirâtre, et il a des marbrures blanches un peu partout, et... La première fois que j'ai vu ce truc-là, j'ai pas compris ce que je voyais, et j'avais l'impression qu'il avait du sperme sur le visage. Et je me disais, mais c'est quoi ce truc blanc? C'est de la mousse? C'est un machin? C'est de la bave? Non, c'est sa peau, c'est la texture de sa peau qui est comme ça, en fait. Et tu sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il est né d'une façon un peu bizarre, alors ça aussi c'est un peu pareil. C'est le premier alien qui est implanté dans quelque chose, qui n'est pas un humain, et qui est implanté par un humain. C'est-à-dire qu'on bute un facehugger, il y a un des androïdes du truc qui récupère la larve du xénomorphe qui est bien toujours à l'intérieur parce qu'elle n'a pas été pondue, et au lieu de le foutre dans un personnage humain, il récupère le poumon du frère de Wendy qui s'est fait tirer dessus au poumon, et en fait au lieu de réparer le poumon, il le retire, il lui met un poumon artificiel, et il garde son poumon dans un coin et il fout la larve dans le poumon. Il y a un côté visuellement qui ressemble à une métaphore de la fécondation en fait. Le poumon ressemble à un ovule qui est du coup bien rouge, et t'as cette espèce de tétard blanc qui est en train de flotter, qui rentre à l'intérieur et qui va pénétrer à l'intérieur du truc, et qui ensuite va grossir pour faire du coup la larve du xénomorphe, quoi. Et tu fais, alors c'est cool, hein, mais si ça revient au même au final, pourquoi? Et est-ce que c'est à cause de ça, du coup, qu'il est marbré? Est-ce que c'est parce qu'il a pas eu un humain complet, mais juste des poumons? Mais je pense qu'il en a rien à foutre, le xénomorphe, il bouffe de l'ADN qui est à côté de lui, donc que ce soit de l'ADN de poumon ou de l'ADN du poumon et de la cage thoracique dans le corps de l'humain, je suis pas sûr que ça change grand chose au final. Mais donc ouais, il a ce rendu dégueulasse, marbré, un peu particulier, et il est le seul. Il y a d'autres xénomorphes qu'on voit dans le film, enfin dans la série, pardon, et ils ont pas ce look un peu particulier en fait. Donc c'est juste celui-ci en particulier, je sais pas pourquoi. Peut-être cette histoire de poumon et de larve et de machin, mais je sais pas pourquoi en dehors de ça, quoi. Du coup, puisqu'on vient de parler de comment est-ce qu'il a été implanté, encore une série ou un film dans lequel la naissance du xénomorphe est anecdotique, les personnages ne crient quasiment pas, ils sont à peine gênés par ce qui est en train de se passer dans leur corps, un peu bloqués pour l'un d'eux, mais c'est tout, quoi. Wow. Et avec du coup l'implantation du poumon, il y a même un des xénomorphes qui naît sans aucune douleur de qui que ce soit en fait.
Donc il y a même pas d'autres humains tués par le xénomorphe quand il naît, quoi. Donc du coup, ça le réduit aussi à ce niveau-là, quoi. Il a vraiment pas un comportement de prédateur parce qu'il fout rien de spécial. Genre par exemple, il y a une scène où... alors vous me direz, il y a un peu la même chose dans le premier Alien, où il bouffe pas le chat. Mais quelque part, c'est parce qu'aussi il veut piéger Ellen Ripley, en fait. Et c'est le truc intelligent de sa part, c'est il essaie de faire en sorte qu'elle se sente en sécurité et qu'elle parte avec son chat pour pouvoir aller se planquer dans la capsule de sauvetage et la buter là, quoi. Mais là, il y a un moment où donc il y a un cadavre qui est au bord de la plage, qui est donc servi à faire naître le xénomorphe, et il y a des crabes dessus qui sont en train de, je sais pas, de coloniser le truc, de le bouffer, je sais pas exactement. Et il y a la tête de l'alien qui débarque juste à côté, et tu dis, ah, il pourrait bouffer un crabe, au moins, tu vois. Enfin, ce serait déjà ça. Et non. il a rien fait de particulier. Il y a une scène où il fait un véritable massacre. C'est dans l'immeuble dans lequel est encastré le vaisseau Maginot au début. Le massacre est entièrement hors champ, infiniment plus rapide et efficace que tous les autres massacres qu'on a vus dans la saga et qu'on verra dans cette série. C'est-à-dire que vraiment, en 2 secondes, il a buté au moins 100 personnes. Et ils ont quand même ridiculisé un peu le truc parce que quand tu débarques à l'intérieur de cet appartement, c'était en fait des riches qui étaient en train de faire une espèce de fête mode Renaissance, donc ils étaient tous en perruque poudrée et en grande robe bouffante. Et donc du coup, ils sont un peu ridicules. Et donc ça te met cet alien dans ce contexte un peu ridicule. Un contexte un peu différent aussi. Ça, faut l'admettre, on n'a jamais vu un massacre d'aliens dans un appartement sur Terre. Bon là, c'est avec des riches, mais dans un appartement sur Terre, etc. Donc oui, ça fait du coup un contexte un peu différent, mais un peu ridicule aussi. Et après ce truc-là, l'alien se fait taser comme une merde. Bon, ça, je l'admets encore, ça peut passer, parce que ce serait mieux s'il résistait au truc électrique, mais tu peux accepter que s'il se prend un gros choc électrique, il doit pouvoir être dans les pommes pendant quelques temps. Mais surtout, après s'être fait foutre dans les pommes, il se fait emprisonner dans une espèce de cocon de science-fiction, machin, c'est le genre de truc absurde. C'est un spray, en fait, que tu mets au-dessus du xénomorphe, et le spray réussit à aller en dessous du corps pour l'encapsuler dans le cocon, tu vois, par exemple. Et il se fait ensuite traîner un peu comme une merde, et tu fais, ah d'accord, donc 0 respect pour le xénomorphe, qui ensuite se fait buter sans révérence par Wendy, une androïde, donc, qui va le battre quasi à main nue, et le décapiter complètement, etc. Et tu fais, ah ouais, putain, elle l'a bien géré quand même, parce que les autres androïdes, ils étaient pas si doués que ça par rapport au xénomorphe dans les autres films, en fait. Et puis alors, c'est vraiment un chasseur de merde, parce que, quasi systématiquement, il apparaît derrière un personnage pour les prendre par surprise, et quand les personnages se retournent et le voient, il les bute pas, il attend tranquillement de leur laisser le temps de s'échapper et de courir, et à chaque fois qu'il court après un personnage, ils essayent de faire en sorte au montage que t'aies l'impression qu'il va très vite, mais en fait, tu vois très clairement que la meuf, elle court à 2 km/h. C'est un peu, vous savez, la jeune Leia quand elle essaye de s'évader dans la série Obi-Wan Kenobi. Le truc n'arrive jamais à rattraper les cibles qu'il est en train d'essayer de chasser, en fait. Et il y a un moment notamment où il est arrêté et retenu par une simple porte d'ascenseur dans un immeuble. Putain, avec le nombre de portes métalliques qui ont été défoncées par des aliens dans l'histoire de la saga, le truc se fait arrêter par une porte d'ascenseur. Je veux dire, une porte d'ascenseur, c'est quand même, c'est rien, hein, c'est une petite feuille de métal qui a été pliée dans un sens et un machin, c'est pas rempli, c'est pas un truc qui résiste bien au coup et au choc, au truc dans ce genre-là, notamment avec la puissance de l'alien. Il pourrait même réussir à ouvrir la porte par lui-même, simplement avec la force habituelle du xénomorphe, quoi. C'est absurde comme truc, il a pas du tout la puissance qu'il est censé avoir, ce xénomorphe. Et puis alors surtout, ce qui détruit l'alien, le xénomorphe, c'est que donc, comme on a un personnage, la Wendy, qui peut communiquer avec eux, et ben en fait on a un alien domestiqué dans cette série. C'est-à-dire que déjà, à la base, aucune des scènes qui mettent en scène le xénomorphe ne fout les boules, aucune de celles qui mettent en scène les autres créatures ne foutent les boules non plus, mais celles du xénomorphe ne foutent pas les boules, mais en plus de ne pas foutre les boules, maintenant c'est quasiment un allié en fait. Parce qu'il est du côté des personnages principaux, t'as quand même une scène, un plan qui est assez absurde, où tu vois les 5 hybrides, 4 ou 5 hybrides, qui sont devant un truc à la fin, je vais pas vous dire quoi exactement, parce que c'est la toute fin du truc, mais bon. Et il y a le frère, du coup, qui est un humain normal, qui est bien vivant et tout machin, qui est à côté, du coup, du groupe, et sur le mur, t'as un xénomorphe qui est tranquillement là, en train d'attendre, simplement, qu'on lui donne des ordres, qu'on lui dise quoi faire. Et qui respecte quand on lui dit « ne bute pas mon frère » ou un truc dans ce genre-là, quoi. Et tu fais... Et ça, c'est les plus grands prédateurs de l'univers. C'est notre chien-chien, en fait, dans cette série. Il fait ce qu'on veut. Tu lui dis attrape, attaque, machin, il le fait. You can't teach it tricks. The fuck is that? Mais c'est déjà 0 respect pour la créature, mais en plus, comment vous avez pu croire que ça pourrait plaire à qui que ce soit, quoi? Comment vous avez pu croire qu'on voudrait regarder une série alien où on n'a pas peur de l'alien?
C'est quand même dingue. C'est quand même absolument dingue. Et surtout, tu te dis, ce don-là de Wendy, d'entendre des trucs, je veux bien, mais il y a des moments, genre, elle est en train de chuchoter, entre guillemets, chuchoter le langage des aliens dans le centre de recherche, et t'as l'alien à des kilomètres plus loin dans la jungle qui l'entend et qui fait ce qu'elle dit. Et tu mais attendez, les aliens ils sont pas télépathes non plus. Peut-être qu'ils ont une conscience collective, un truc de groupe, etc. Un peu comme des abeilles, des trucs dans ce genre-là, mais ils sont pas non plus capables de se parler sur des kilomètres de distance. Et pourquoi est-ce qu'il arrive à entendre la nana à des kilomètres de distance qui est en train de parler, qui n'est qu'un être artificiel? Tu sais pas si elle peut vraiment projeter comme eux le langage sur des longues distances ou des trucs dans ce genre-là. Tu sais pas pourquoi déjà elle le capte à la base, mais pourquoi est-ce qu'elle peut le projeter aussi sur de longues distances? Tu sais pas non plus quoi. Il suffirait d'un truc tout con, genre on met en place qu'il y ait des haut-parleurs un peu partout dans la jungle pour faire des appels et des caméras de surveillance et des machins pour surveiller autour du centre de recherche, et elle utilise ça pour parler à l'alien. Et nickel, ça marche, mais non, on va foutre de la télépathie dans le truc, quoi. Et alors il y a beaucoup de gens qui ont été particulièrement choqués par la scène de naissance d'un des xénomorphes qui naît juste à côté de Wendy, et Wendy lui parle, donc, avec le langage des aliens, et elle peut même l'approcher et le caresser carrément, quoi. Et je comprends. Il y a un côté charmeur de serpent à la scène qui est un petit peu absurde et loufoque, etc. Mais comme tu mets en place qu'elle peut leur parler, ça reste logique et compréhensible aussi, quoi. Alors oui, j'aurais préféré ne pas voir un alien se faire caresser tranquillement par une nana, mais bon, au moins c'est plus ou moins justifié dans le truc, quoi. C'est pas juste je sais pas, David devant sa création là qui écarte les bras et le mini Xenomorph qui fait ah pareil, etc. Enfin, c'est au moins, il y a un semblant d'explication, quoi. Et donc ça, c'était le xénomorphe, mais il y a d'autres races qui sont dans le truc. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que tu te dis, comme on les a mis en place, tu dis, on va peut-être quand même faire quelque chose d'intéressant avec, quoi. Je veux dire, ok, c'est des prédateurs, ils vont faire de la prédation, très bien, mais est-ce qu'ils vont, par exemple, s'hybrider entre différentes espèces? Est-ce que il y en a un qui a un petit œil qui peut prendre le contrôle de certains corps? Et à un moment, il attaque un alien et tu te dis, est-ce qu'il va réussir à contaminer l'alien? Parce que du coup, l'alien n'a pas d'yeux à la base à prendre dans le truc. Mais est-ce que quand même, est-ce qu'il pourrait réussir à faire un truc en plus? Est-ce que un facehugger pourrait contaminer une des autres créatures qui est avec eux et créer du coup un prédateur un peu plus évolué? Un peu comme ce qui se passe avec Predator, avec le Prédalien qu'on a eu dans Alien vs Predator 2 et dans les licences Alien vs Predator en général. Ça pourrait donner plein de trucs cool, en fait. Ça pourrait donner des aliens avec des caractéristiques très particulières, avec des armes spécifiques en particulier. Enfin, un truc avec plus de tentacules, par exemple. Une langue qui avancerait pas juste de quelques centimètres en sortant, mais qui pourrait être toute une tentacule et qui peut aller s'approcher de toi, qui peut te choper de loin, etc. Enfin, tu pourrais faire des trucs vachement intéressants. Il y a rien d'intéressant avec aucune de ces espèces. Tu commences avec les tiques. Donc c'est des espèces de créatures qui sont en train de se promener partout sur les personnages, parce que du coup, ils supposent que ça va être horrible à voir, c'est pas du tout insoutenable comme situation. Ils finissent par du coup s'accrocher aux mecs, et ils leur pompent absolument tout le sang qu'ils ont dans leur corps. Et tu te dis, ça va amener à quoi en fait? Est-ce que une fois qu'ils ont aspiré le sang, ça leur permet de faire autre chose? Est-ce que ça leur permet par exemple de muer, de muter, d'évoluer en règle générale? Est-ce que c'est leur cycle reproductif? Est-ce qu'une fois qu'ils ont aspiré tout le sang, ils peuvent du coup s'en servir pour se reproduire, un peu comme des moustiques par exemple, un truc dans ce genre-là? Non. Ils boivent du sang et ils se remplissent, et c'est tout. Et tu fais, ouais, d'accord, et ça c'est intéressant, c'est à étudier, c'est particulièrement spécial, ça a quoi de ouf à proposer pour une recherche scientifique. Enfin, vraiment, ça ne sert à rien, quoi. Et en termes d'horreur, c'est un setup qui amène un payoff de merde. Tu te dis, ah, c'est cool, cette espèce de tique qui aspire du sang. Est-ce que, du coup, le sac va donner quelque chose? Est-ce que ça va être un embryon de quelque chose qui va grossir? Comme les aliens, en fait. Je veux dire, la série Alien est basée là-dessus, sur une espèce qui est prédatrice, invasive. J'ai dit endémique dans mon Pourquoi j'avais tort, ça fait chier, c'est pas le bon terme. Je pensais à pandémique et j'ai mélangé les trucs. Vu que c'est basé sur des espèces qui contaminent d'autres pour se reproduire, tu pourrais dire, bah, du coup, est-ce qu'elles vont toutes essayer de se reproduire avec quelqu'un? Toutes, ça a peut-être été un peu chiant, mais au moins une ou deux, quoi. La tique, donc, non, que dalle. Le setup, c'est, qu'est-ce que ça va faire de ouf? Ça fait quoi? Bah, ça aspire du sang, et ensuite, c'est une grosse poche de sang au sol, et c'est tout. Ça devient pas plus menaçant, plus dangereux, plus machin, ça évolue pas, ça fait rien. Ok, très bien. Ensuite, t'as un œil, qui est le truc qui est quasi le plus mis en avant de toute la série. Il contamine un corps en retirant un œil, il fout ses tentacules, ça lui donne le contrôle, du coup, du corps dans lequel il est, et il réunit ses 8 iris en un seul pour donner l'impression que c'est un seul œil, quoi.
Et donc en fait, comme tu vois qu'il y a ce truc de contrôler un corps, tu te dis bon, très bien, mais alors du coup ça va faire quoi? Est-ce qu'on va faire un truc intéressant avec? Est-ce qu'il peut par exemple même infiltrer le truc des humains sans se faire repérer? Et en fait non, parce que l'œil est 10 000 fois plus gros que n'importe quelle orbite dans laquelle il va se ranger. Du coup, à chaque fois que tu vois quelqu'un qui est contaminé par ce truc-là, tu le vois très bien, quoi. Tu te demandes à un moment si on va communiquer avec lui. Ils en parlent, mais c'est un setup pour la saison 2 ou 3 ou 4 ou 5, par exemple, un truc genre là. Et il y a jamais de payoff dans ce truc-là, donc tu te dis, mais en fait, ça a l'air cool, mais ça fait rien, en fait. Ça fait rien de spécial, et je sais toujours pas ce que ça peut faire. Et même si ça peut faire quelque chose, honnêtement, là où j'en suis, j'ai pas l'impression que ça puisse être quelque chose de très intéressant non plus, quoi, vu ce que nous ont offert les autres créatures. Pareil, tu dis, il aurait pu évoluer, il aurait pu grandir, il aurait pu machin, il aurait pu faire quoi que ce soit. Non, c'est toujours juste une créature dans un œil. Et on a 8 épisodes où ça ne fait rien de plus qu'être dans un œil, dans une orbite de mouton ou de chèvre, je crois, pendant quasiment tout le truc. Vite fait au début, un épisode, dans l'épisode 5, il est dans un humain et il utilise cet humain pour se battre contre les xénomorphes, donc tu dis, ah tiens, est-ce qu'il y a peut-être un truc intéressant, une rivalité entre les deux, ou un machin? Non, quelques épisodes plus tard, il va aider une autre espèce à faire un truc, juste pour le plaisir de voir quelqu'un se faire buter, tu sais pas pourquoi, tu connais pas ses intentions, comme il parle toujours pas dans ce truc-là, tu connais pas ses intentions, et du coup tu dis, bon bah je sais pas quelle est sa motivation à faire quoi que ce soit, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit un ennemi pur, j'ai pas l'impression que ce soit un gentil non plus, c'est dangereux, ouais, effectivement, mais les 3 quarts du temps c'est en cage, donc honnêtement, rien d'intéressant en fait à en tirer de ce truc, ça semblait très prometteur et t'en tires rien. Il y a une créature qui ressemble à une sorte de plante qui se suspend en fait à différents trucs et qui ressemble à une plante avec 4 ou 5 feuilles au-dessus, et en gros ça attend que quelque chose arrive en dessous du truc et ça se referme quand c'est en dessous, et en fait t'attends de voir comment le truc chasse pendant 8 épisodes. C'est-à-dire que tu le vois suspendu dans des couloirs dans l'épisode 1 ou 2 je crois, ou peut-être 3 aussi, mais ça fait rien parce que c'est entouré d'androïdes, et donc ça n'attaque pas les androïdes. Et au bout de 8 épisodes, tu te dis, bon, alors quand le truc va enfin se mettre à bouger, quand ça va enfin faire quelque chose, peut-être que ça va faire quelque chose d'intéressant. Est-ce que là aussi, ça va transformer l'humain que ça bouffe en quelque chose? Est-ce que ça va l'utiliser pour quelque chose? Est-ce que ça va grandir? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que ça va machin? Alors éventuellement, à l'épisode de fin, le truc se déploie, c'est-à-dire que ça, c'est pas juste une cosse bien fermée comme ça. Le truc finit par se déployer, ça a plein de tentacules et ça bouge sur le mur, etc. Ouais, ok, très bien, mais du coup, tu nous as fait patienter pendant toute la saison pour voir ce que le truc faisait, et au final, bah, ça attend juste que quelqu'un arrive en dessous, ça le bouffe et ça le chope en l'air, et c'est tout. Et rien d'autre. Donc pareil, payoff ultra décevant, quoi, limite pas de payoff en fait. Et puis alors, il y en a une dernière qui est gardée sous silence et gardée secrète jusqu'à l'épisode 6 ou 7, je crois. Enfin, on les voit même pas à l'image, la 5e espèce. Donc tu te dis, ils doivent nous réserver un truc de fou, et ça va nous faire un truc vachement intéressant, etc. Non, que dalle, c'est des espèces de petits insectes ailés, genre moucherons mais mastoc, et avec une espèce de trompe qui projette de l'acide pour te digérer à l'extérieur. Ensuite, ça vient aspirer comme une paille avec sa trompe ce qui a été digéré, et c'est tout. Honnêtement, quand tu voyais le truc au début, ça avait même l'air d'être une espèce d'araignée, t'avais l'impression que c'était des pattes dans un petit trou, un truc dans ce genre-là. Et non, c'est juste donc ces espèces de petits trucs volants qui viennent se nourrir, et c'est tout. Et tu dis, pourquoi vous travaillez autant de mystères et vous donnez à ce point envie de voir le truc en le gardant hors champ pendant 6 ou 7 épisodes, pour qu'au final il fasse rien en fait. Vous créez des attentes sur un truc, faites un payoff, quoi. Répondez aux attentes que vous avez mis en place, parce que là vous mettez juste des trucs en place et vous savez pas quoi en faire presque. Enfin vraiment, c'est 5 trucs d'espèces aliens. Je m'étais dit à la base que ça allait être un des trucs les plus intéressants de la série, notamment parce que je pensais à des hybridations et des trucs dans ce genre-là. Ça fait combien de films que je parle de mélanger l'alien avec autre chose que des êtres humains quand même? Y a pas une personne à Hollywood qui a eu cette putain d'idée de base de mélanger l'alien avec une autre espèce? C'est incroyable quand même. Comment est-ce que vous pouvez passer constamment à côté de ce truc-là, quoi? Et là, vous faites une série où il y a 4 autres espèces en plus de l'alien, et vous en faites rien. Elles n'ont rien d'intéressant à proposer. Aucune d'entre elles. Incroyable à quel point c'est inutile, quoi. Bon, j'en suis à 1h15 de tournage, ça va faire un vlog de 2 heures en fait. Parce que donc maintenant on a un autre gros sujet à aborder, c'est en fait l'élément central de cette série quasiment, les hybrides. Donc ce groupe d'humains qu'on appelle les enfants perdus, avec Wendy à leur tête, sous la direction du Boy Cavalier, qui est une sorte de Peter Pan. Alors, je vais revenir sur un truc vite fait, parce que je suis en train de partir sur le truc de Peter Pan, mais il y a quelque chose à dire en fait vite fait. C'est pas une série Alien, c'est une série Blade Runner. Parce que du coup, à ce point centré sur les formes de vie artificielles et sur les questions qu'elles peuvent évoquer,
Enfin, clairement, c'est Blade Runner. Le personnage de Kirsch, qui est un androïde pure souche, comme les androïdes qu'on a vus jusqu'avant, qui est pas un humain transplanté dans un corps artificiel, mais qui est juste une personnalité artificielle. Il s'appelle Kirsch, et avec ses cheveux blancs, et surtout la coiffure, tu dis, bah, évidemment, c'est Roy Batty, quoi. C'est le personnage de Nexus 6, qui est dans Blade Runner. Et en fait, tu fais, mais pourquoi vous faites une série Alien pour vous concentrer sur autre chose que l'Alien? Je dis pas que ça peut pas être intéressant, mais ce serait bien que les deux soient intéressants, en fait. Ce serait bien que l'Alien soit intéressant et que les hybrides soient aussi intéressants et que tu fais deux trucs intéressants que tu suis en parallèle et que les deux peuvent se rejoindre au bout d'un moment et se mélanger, etc. Là, c'est, en fait, l'Alien est du coup super mal traité, mais les hybrides sont super mal traités aussi, en fait. On sait pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé ces androïdes, c'est parce que ça coûte moins cher de filmer des androïdes pendant 8 épisodes que de filmer des aliens pendant 8 épisodes. C'est évident. Mais du coup, faites-en quelque chose, quoi. Et ils en font rien de très intéressant. Alors déjà, je comprends pas quelle est cette obsession depuis Prometheus à essayer de mélanger les xénomorphes et l'univers d'Alien avec la notion d'immortalité. C'est quand même la 3e œuvre avec Prometheus Covenant et donc maintenant Alien Earth qui sont centrés, focalisés sur l'idée de ces vies extraterrestres, elles pourraient peut-être nous donner le secret de la vie éternelle et puis peut-être qu'on pourrait vivre éternellement avec machin et puis les androïdes vivent éternellement et puis Wayland et putain, mais ça n'a rien à foutre là, quoi. C'est pas du tout les questions qui sont censées être posées par Alien. Bon alors, je vois bien la bonne branlette intellectuelle arty pour essayer d'en arriver là, en fait. C'est genre, oui, mais du coup, l'Alien, ça traite de la mort, et donc si on traite de la mort, forcément, tu te poses aussi la question de la vie, et donc ce serait quoi une vie sans mort, par exemple? Ta gueule. Ta gueule, quoi. Raconte une histoire intéressante, et ensuite on verra si tu peux traiter de thèmes. Et alors, deuxième truc, et ensuite je rentre vraiment dans le domaine, mais comme du coup, les 3/4 de nos personnages sont des androïdes, bah en fait, t'as jamais peur pour les personnages. Ça n'aide pas non plus à créer un sentiment de peur et d'horreur si les personnages que tu vois à l'écran ne vont rien subir de la part de ces prédateurs, en fait. Ou justement, c'est à eux qu'on confie la charge de s'occuper de ces prédateurs, parce que justement, les prédateurs réagissent pas à eux, parce que c'est pas des humains, et parce qu'ils ont pas besoin de réagir à eux, quoi. Donc, pas une très bonne idée de foutre ces hybrides au centre. Mais alors, toute cette notion, en fait, d'enfants perdus, de Peter Pan, etc., c'est que il y a tout un thème dans cette série qui tourne autour de l'enfance. Et notamment à travers Peter Pan. Je suis quasi certain que là aussi, c'est l'espèce de branlette arty qui te dit « Bon, alors c'est Disney qui récupère Alien, donc en fait, il faudrait qu'on confronte la notion d'enfance à la notion d'Alien et au truc de machin, etc. » C'est pas mélangé du tout, ça se mélange très très mal, et tu comprends pas à quoi ça sert, en fait. Si, encore, il y avait eu tant de trucs autour du monstre, par exemple. Les enfants ont peur des monstres, ils ont peur du monstre sous le lit ou un truc dans ce genre-là, quoi. Si tu avais joué à exploiter ce truc-là, cet aspect de l'enfance avec les créatures, du coup, qui envahissent le centre de recherche ou la Terre ou quoi que ce soit, ouais, là, à la limite, ce serait intéressant, mais tu sais pas pourquoi, d'un seul coup, il y a cette espèce de focus, si ce n'est, c'est Disney qui réalise cette série, quoi. Par une filiale d'un truc, mais grosso modo, c'est Disney, quoi. Et donc, du coup, ils font toute une métaphore autour de l'enfance, et notamment autour de Peter Pan, où donc tous les personnages ont des noms d'enfants perdus ou de personnages de Peter Pan, et tu vois des extraits de l'animé, du dessin animé de Disney, Peter Pan, pendant tout le truc, parce que Disney a réussi à bien foutre ses tentacules à l'intérieur de notre licence Alien. Donc maintenant, dans Alien, il est acté que Disney continue à exister, que leurs films existent toujours, et que donc, bah t'as des scènes dans lesquelles tu regardes Alien. Et parfois l'Âge de glace, qui en principe n'était pas de Disney, mais qu'ils ont racheté avec la 20th Century Fox. Ils ont fermé d'ailleurs, je crois, le studio d'animation Blue Sky, parce qu'ils ont déjà leur studio d'animation, donc ils l'ont pas gardé. Donc du coup, le studio qui permet de faire l'Âge de glace maintenant a disparu. Mais ils les réutilisent quand même pour faire quelques petits trucs à certains moments, quoi, dans certains épisodes. Il y a une réplique que Joe et Wendy réutilisent de Sid dans l'Âge de glace. Franchement, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'aller chercher ce truc-là, d'aller chercher tous ces trucs autour de l'enfance? Vraiment, rien de tout ça ne marche, en fait. Et notamment, par exemple, même le truc sur Peter Pan, c'est même pas bien foutu, parce qu'il y a un des gamins, des enfants perdus en principe, qui s'appelle Smee. Smee, c'est Mouche, c'est le collègue de Hook, du Capitaine Crochet, quoi. Pourquoi il est dans les enfants perdus? C'est pas comme s'il y en avait pas un gros nombre d'enfants perdus avec des noms qui sont connus, des trucs dans ce genre-là, c'est pourquoi est-ce que d'un seul coup, dans les enfants perdus, il y en a un qui s'appelle Smee? Si encore c'était justement peut-être celui qui était le plus proche de l'entreprise de Boy Cavalier, là,
Et que du coup, il y avait, je sais pas, il y avait un côté, c'est effectivement l'associé de Capitaine Crochet plus qu'un des enfants perdus, un truc dans ce genre-là. Ouais, ça pourrait marcher, mais même pas. C'est le personnage le plus éloigné de toutes les interactions avec les autres personnages, de tout le truc, quoi. C'est vraiment celui qui est le plus gamin, qui garde le plus souvent un comportement de gamin, qui a aucun dilemme auquel il est confronté, qui n'a pas à justement faire une mission particulière pour l'entreprise. Donc c'est vraiment le dernier qui devrait être concerné par ça, quoi. Et j'ai recherché vite fait tous les noms des enfants perdus. Les caractéristiques des gamins correspondent pas à ce que font les personnages dans ce truc-là non plus. Donc, à part foutre la métaphore pour foutre la métaphore, elle a pas de sens en fait. Elle s'intègre pas dans le truc. Tu vois pas le rapport. Éventuellement, l'alien pourrait être le crocodile, mais il y a pas de Capitaine Crochet véritablement dans le truc, quoi. Alors vite fait, à la fin, on dit que le fameux Boy Cavalier, il se prend pour Peter Pan, mais en vérité, il est pas Peter Pan. Je veux bien. Mais on dit pas qu'il est Crochet non plus, et au final ça a pas servi à grand chose non plus, quoi. Dans toute la série, cette métaphore qui est travaillée, elle sert à rien, quoi. Elle apporte vraiment absolument rien. Pareil, le truc, la nana donc qui s'appelle Wendy, mais le truc de Wendy c'est qu'elle s'occupe des enfants perdus. Elle s'occupe pas des enfants perdus, Wendy. Elle est fascinée par Xenomorph, elle a que son frangin en tête, et il y a quelques scènes où tu la vois à l'extérieur en train de parler avec le reste du groupe de gamins, mais c'est très très rare au final, et en aucun cas elle paraît maternante ou elle paraît être en train de s'en occuper ou un truc dans ce genre là, quoi. D'ailleurs, tu vois même pas, à la fin de la série, ils s'unissent tous pour se rebeller contre la compagnie, et tu fais, mais en fait, pour les 3/4 d'entre vous, la compagnie a fait plus de bien que de mal, donc pourquoi d'un seul coup vous vous retournez contre elle en fait? Il y en a une qui veut absolument être la chouchoute, la favorite du Peter Pan, enfin de l'équivalent de Peter Pan, donc du grand patron de cette entreprise. Elle s'est fait un peu manipuler, c'est vrai, mais on lui a rien demandé de faire de particulier, elle a pas été traumatisée par quoi que ce soit, etc., etc. Il y en a une qui est en train de devenir dingue et se rebelle contre tout le monde, et du coup, à cause de ça, la compagnie lui a mis des coups dans la gueule, mais à la base, c'est elle qui a pété un câble et qui a commencé à devenir dangereuse et qui a commencé à attaquer des gens et des trucs dans ce genre-là. Donc elle peut pas vraiment en vouloir aux autres. Bon, bien sûr, c'est une gamine, elle est débile, on y reviendra un peu plus tard, mais quand même, quoi, ça paraît particulier. Il y en a un qui s'appelle Slightly, qui a été menacé par un employé de Yutani pour faire un truc pour eux, et non pas par la compagnie qui lui a offert son corps et son machin. Tu sais pas pourquoi il se rebelle contre les autres ensuite. Son pote, du coup, son meilleur pote, c'est Smee. Et Smee, il a rien fait de la série, il a eu aucune mission particulière, il a pas eu de situation particulièrement dangereuse, angoissante, qu'il a particulièrement marqué, un truc dans ce genre-là. Donc, à la fin, ils sont tous unis en mode, ouais, on va tous leur casser la gueule, et tu fais, pourquoi ils vous ont rien fait? Tout ce que ça a fait, en fait, ce thème de l'enfance, c'est que nos personnages principaux ont des comportements insupportables pendant absolument tout le truc, quoi. Parce que vous savez, c'est les acteurs les adultes qui se mettent à jouer les enfants, et donc ils sont dans un coin et puis ils vont faire ça et machin. Non, j'ai pas envie d'en parler, machin. Vous savez, c'est une espèce de comportement vraiment de pur gamin, quoi, mais dans des corps d'adultes et dans des machins. Ce qui fait qu'en fait les personnages sont juste insupportables, parce que pareil, ils sont pas spécialement intelligents vu qu'ils ont quand même maximum 12-13 ans, un truc dans ce genre-là. Ils sont pas non plus extrêmement développés au niveau de l'intellect. Même s'ils sont dans des corps robotiques qui leur permettent de faire plein de trucs, notamment Wendy qui fait tout et n'importe quoi, je sais pas pourquoi et comment, mais a priori ça a pas changé leur intellect, et donc ouais, ils se comportent juste comme des gamins pendant tout le truc, et donc ils sont assez insupportables, quoi, parce qu'ils réagissent pas comme il faut aux situations et tout le bordel, quoi. Alors tu peux l'excuser parce que c'est des gamins, mais il y avait aucune raison d'avoir une série entière avec des gamins, y compris dans les corps d'adultes, dans tout ce truc, quoi. Et le pire, c'est que justement, ça pose pas vraiment de questions par rapport au transhumanisme et à aux implications de ce processus, en fait. Il y a donc un des personnages qui est remis à zéro, où on efface ses souvenirs parce qu'elle commence à devenir dingue. C'est pas vraiment questionné non plus, en fait. Ça apporte pas vraiment une réflexion particulière sur qu'est-ce qui fait ta personnalité, qu'est-ce qui fait ce que tu es, etc. Il y a un épisode très intéressant de Star Trek Voyager qui revient là-dessus. Dans Star Trek Voyager, le médecin, en fait, du vaisseau est un hologramme. C'est une conscience virtuelle, et en principe il est censé être là juste de secours pour porter assistance aux médecins, mais comme dans Voyager ils sont perdus dans l'autre bout de la galaxie, ils ont perdu une partie de leur équipage en arrivant, ils ont plus de médecin officiel, et donc c'est l'hologramme qui est obligé de faire le médecin officiel de tout le truc, en fait. Et pendant toute la série on va poser la question de son humanité et de ce qu'il représente, etc., etc. Et il y a notamment un épisode que j'adore, dans lequel ça commence comme un mystère, en fait. Il se rend compte qu'il y a des trucs des indices qui s'est passé quelque chose, mais il a aucun souvenir de choses qui se sont passées. Et en fait, petit à petit, tu réalises dans l'épisode que l'équipage a supprimé ses souvenirs d'un événement qui l'avait rendu dingue, parce que du coup, il se mettait à mal fonctionner, et il devenait, il pouvait plus faire ses fonctions, en fait. Il devenait coincé dans une boucle de logique et de réflexion. Il pensait tout le temps au truc, il arrivait plus à s'arrêter. Et en fait, tout le truc de l'épisode, c'est d'en arriver à se dire que justement,
bah si on considère que c'est un être humain, on doit aussi pouvoir lui laisser la possibilité de mal fonctionner, entre guillemets, en fait. Il doit aussi pouvoir avoir des dilemmes moraux dont il n'arrive pas à se sortir, il doit aussi avoir des culpabilités dont il n'arrive pas à se séparer, notamment quand t'es médecin et que t'as la vie et la mort entre tes mains à certains moments où il y a des décisions très importantes à prendre qui peuvent te hanter, et il doit pouvoir être hanté, en fait. Ça fait partie de son humanité d'être hanté. Et donc la conclusion de l'épisode, c'est, bah, au lieu de vous rebooter encore une fois, au lieu d'effacer encore une fois vos souvenirs, on va faire ce qu'on ferait avec un humain, on va monter une vigile, donc on va vous surveiller, il y a des potes vos amis, qui vont venir vous surveiller au fur et à mesure pour être sûr que vous vous fassiez pas de mal à vous-même, et qui vont vous aider quand vous aurez envie de parler d'un truc, à explorer vos émotions, explorer vos sentiments, etc., etc., et donc on va traiter votre truc, quoi. Mais ça, c'est pas géré, en fait. Alors, ok, le mec est prévu de faire 5 saisons, peut-être que ça arrivera plus dans le reste des saisons, mais en soi, là, dans cette série, dans cette saison en tout cas, c'est juste du setup, et il y a rien derrière, quoi, il y a pas de payoff. Il faut au moins qu'il y ait un payoff sur un truc, en fait, dans cette série. Putain, avec tout ce qui est en développé en parallèle, il faut au moins qu'il y ait un truc sur lequel il y a un payoff, quoi, merde. On pose la question, du coup, de leur résistance aux dangers et aux problèmes, notamment le fait qu'ils puissent survivre à des trucs particulièrement graves, auxquels les humains survivraient pas, et ce qui les amène à penser qu'ils sont immortels. Ce qu'ils ne sont pas vraiment, parce qu'ils peuvent casser, on a vu des tas d'androïdes casser, c'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi est-ce que les androïdes évoquaient l'immortalité dans l'univers d'Alien, parce qu'ils sont pas immortels du tout. Encore moins si tu veux faire un rapprochement avec Blade Runner, parce que c'est ça le projet de Ridley Scott, il veut rapprocher Alien de Blade Runner, parce que c'est ses deux licences à lui, et il veut les mélanger, parce que c'est lui le papa, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a le pouvoir de vie et de mort sur le truc, etc. Gros con, quoi, le trip de gros con. Mais dans Blade Runner, les androïdes vivent justement seulement 4 ans, donc par définition, même si tu mélanges Alien à Blade Runner, tu peux pas en faire un truc où les androïdes c'est la vie éternelle et ils sont immortels et ils sont machin, quoi. C'est clairement pas le cas. Clairement pas. La saga Alien nous a toujours montré que c'était pas le cas d'être immortel. Et donc quand il y en a un qui est finalement buté, les autres ils font, mais on nous avait dit qu'on serait immortel. Et tu fais, bah déjà je sais pas pourquoi, parce que clairement les androïdes peuvent casser et à plus d'une reprise, dans plus d'une situation, c'est ce que je voulais dire. Et ensuite, bah justement, confrontés à leur mortalité, au final, ça change rien pour eux, en fait. Donc, tu comprends pas vraiment pourquoi est-ce qu'on évoque le truc, pourquoi est-ce qu'on soulève la question, en fait. On pose la question à un moment de savoir, mais est-ce que, en fait, vous êtes bien la conscience originale transférée dans un corps, ou est-ce que vous êtes juste une copie, vous êtes quelque chose d'artificiel, et au final, vous seriez pas véritablement la personne, en fait. C'est vaguement évoqué. Au début, notamment, le frangin se demande si sa sœur est donc bien sa sœur, et lui pose des questions par rapport à des éléments de leur passé, donc effectivement, elle a tous les souvenirs, elle a tous les machins, et donc, elle peut lui répondre. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que c'est strictement la même personne, ou est-ce que c'est un truc un peu différent? C'est quelque part, je sais plus comment on appelle ça, le dilemme du téléporteur, en tout dans ce genre-là, dans Star Trek, j'en reviens encore à Star Trek, mais au niveau science-fiction, c'est quand même eux qui ont mieux fait les choses que les autres. Quand t'es téléporté, donc on te décompose dans tes molécules sur le truc de téléportation, et on te recompose sur la Terre. Mais du coup, techniquement, est-ce que c'est vraiment toi, ou est-ce qu'en fait on a tué ton toi qui était sur la plateforme de téléportation, et on a recréé quelque chose qui te ressemblait, avec en assemblant des cellules dans l'atmosphère ou je sais pas trop quoi, on lui a filé tous tes souvenirs qui étaient bien codés dans les paramètres qu'on a pour te reconstituer, mais est-ce que c'est vraiment toi au final à l'arrivée, ou est-ce que c'est devenu une autre version de toi? C'est aussi évoqué par exemple chez Christopher Nolan dans Le Prestige, avec toute la question des doubles de Angiers, je crois que c'est Angiers qui se fait des doubles, et on se demande lequel est l'original, lequel est la copie en fait. C'est un petit peu ça aussi. Mais c'est pas évoqué non plus, quoi. Enfin, c'est évoqué mais c'est pas traité. Il y a pas de propos qui est tenu là-dessus, et c'est pas poursuivi, et c'est pas vraiment développé, etc., etc., quoi. Et puis il y a évidemment les dilemmes qui sont proposés par le changement d'un corps à l'autre. Par exemple, c'est des enfants qui sont transférés dans des corps d'adultes, parce que à la base, justement, s'ils sont transférés dans un corps artificiel, ils pourront pas grandir, donc ils prévoient le coup à l'avance en les mettant dans des corps plutôt adultes. Et ça pose aussi des questions, du coup, sur les fonctions biologiques humaines de base que eux ne peuvent pas faire, et du coup, tu pourrais poser la question de est-ce que ça retire leur humanité ou pas, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment très 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 mal géré. Toute cette notion d'enfance, le rapport avec Peter Pan, le rapport avec le transhumanisme, ça ne sert à rien. C'est là, c'est prêt à être traité, et ça te tease, du coup, ça te dit, t'as vu, ça pourrait être intéressant si on explorait ça, ça pourrait être intéressant. Ouais, mais on le fait pas. Et ça va nous mener à la toute dernière section de cette vidéo. C'était vraiment très très long, hein, j'en suis à 1h30 là d'enregistrement. C'est les personnages et les acteurs sont détestables. Mais véritablement détestable, et ça te donne encore moins envie de voir la série avancer, parce que les 3/4 des personnages, quand ils arrivent à l'écran, j'ai envie de les tuer en fait. Notamment le fameux Boy Cavalier. Alors, je pense qu'ils l'ont mis en scène pour qu'il nous énerve, je veux dire, dès que tu le vois au début, il t'inspire pas confiance. Il a aussi, c'est une volonté de casting, mais ce délit de sale gueule, il a un visage qui est un peu asymétrique, avec ces espèces de cheveux gras et de machin, et ils insistent énormément sur le fait de le montrer pieds nus, en fait.
cette espèce de délire de riche qui est un petit peu dans son trip et qui veut, je sais pas, qui veut être proche de la terre, ou un truc genre là. Donc il est tout le temps habillé avec des vêtements de hippie et il est tout le temps pieds nus et ils insistent constamment sur ses pieds. Il y a des moments où il est juste les pieds posés sur une table et quelqu'un lui dit est-ce que je pourrais m'asseoir, et tu as un gros plan sur le pied qui se lève et qui fait asseyez-vous là quoi. Encore pourquoi ça arrête pas de craquer ce truc, bordel. Bordel, les 40 ans approchent. Have a seat. Je l'ai déjà dit, mais j'ai du mal, par exemple, avec les fétichismes des pieds. Je trouve que les pieds sont une des parties les plus dégoûtantes du corps humain. Et je pense que c'est volontairement qu'ils insistent à ce point sur ses pieds pour que tu le détestes, mais le fait est que tu le détestes. Et ce serait valable, vu que c'est le méchant du truc, si tous les autres personnages n'étaient pas aussi assez détestables, en fait. T'as le fameux Kirsch, là, l'androïde, qui ressemble donc à Roy Batty de Blade Runner, qui est faussement mystérieux pendant tout le truc, qui va toujours te donner des semi-réponses, garder des tas de trucs cachés, des tas de trucs pour lui, etc. Il y a des moments où tu le vois réagir à certains trucs et tu fais « Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça ? C'est pas logique qu'il réagisse comme ça. » C'est parce que du coup, il va se passer tel retournement, on va te révéler tel truc quelques scènes après. Mais quand tu vois la scène, tu fais « Ouais, mais c'est clairement pour m'annoncer qu'il va y avoir un retournement parce que c'est pas logique qu'il réagisse comme ça. » En fait, le personnage est juste très désagréable, très bizarrement géré. Tu sais jamais si tu dois lui faire confiance ou pas. Ce qui sans doute aussi est volontaire, mais c'est un peu laborieux. T'as un autre méchant, entre guillemets, qui passe plus ou moins pour un gentil. Et encore, je suis pas sûr. Qui s'appelle Morrow, et qui est le seul survivant du Maginot, en fait, qui était sur le vaisseau à l'époque. Qui est aussi une sorte d'hybride. C'est un cyborg. Il a des parties mécaniques dans son corps humain, en fait. Donc son bras, notamment, qui a été remplacé, et qui peut faire des armes et des trucs dans ce genre-là, qui lui donnent un petit peu plus de puissance. C'est un personnage qui passe 8 épisodes à être énervé contre le monde entier. Du coup, c'est un personnage qui est pas très agréable à regarder, en fait. C'est un personnage qui est constamment en train de douter de tout le monde, constamment en train d'attaquer tout le monde, constamment en train de faire son truc dans son coin sans que tu comprennes vraiment pourquoi, comment, etc., etc. Le mec menace quand même un enfant en menaçant de faire du mal à ses parents, etc., etc. Et donc tu dis, ah oui, d'accord, il est censé être gentil ou pas, en fait? Notamment parce que, au final, il bosse pour Yutani, en fait. Qui sont quand même mis en place comme étant les méchants de la saga depuis le début, quoi. Pas constamment, pas toujours, pas tous les deux, enfin, à certains degrés de méchanceté, etc., par rapport aux xénomorphes, par exemple, ou des trucs comme genre, mais quand même, grosso modo, c'est plutôt les bad guys, et pourquoi est-ce que je serais fasciné, pourquoi j'aurais envie de voir ce mec-là survivre, pourquoi est-ce que je lui passerais ses défauts, par exemple, ou des trucs dans ce genre-là, enfin, je sais pas ce que je suis censé ressentir pour ce personnage, en fait, et je suis même pas sûr que l'auteur lui-même savait ce qu'il voulait faire avec ce personnage-là, parce que honnêtement, je sais pas. Il y a des moments où on essaie de le faire passer pour un gentil, des moments où il est clairement méchant, enfin, il est assez détestable, en tout cas. Il y a beaucoup de moments où il dit rien aussi, et c'est très énervant, parce que t'as envie de l'entendre répondre quelque chose, et c'est dans ce côté mystérieux, absurde, encore une fois. Tous les enfants sont détestables. Mais vraiment tous détestables. Je vous ai déjà parlé notamment de Slightly, qui, à chaque fois qu'on lui dit un truc, il est alors, il bafouille, il sait pas quoi dire, il est complètement paumé, etc. Donc il est assez insupportable. Son meilleur pote, c'est Smee, qui se comporte constamment comme un gamin, un peu timide, un peu machin, et pas du tout mature. Du coup, il est aussi assez détestable. Généralement, il apporte pas grand-chose à une scène. Il y a la Curly qui voudrait donc se faire passer, qui voudrait donc être la chouchoute de Boy Cavalier. Et du coup, qui fait souvent des coups de pute, ou des trucs dans ce genre-là, donc qui est pas très agréable à suivre, du coup. Là, on est comme censé être en train de parler des protagonistes, hein, des héros, et ils sont pas très agréables. Il y a la Nibs, donc qui est celle qui va péter un câble parce que elle est confrontée à sa perte d'humanité. Et honnêtement, déjà, elle est pas très agréable à la base, mais en plus, du coup, quand elle pète un câble, t'as l'impression qu'ils veulent la rendre cool, en fait. À chaque fois qu'il y a une scène où elle pète un câble et elle attaque quelqu'un, t'as l'impression qu'ils veulent te dire, ouais, vous avez vu comment elle est classe, comment elle est cool, c'est bien ce qu'elle fait, etc. Et je fais, honnêtement, je comprends tellement pas ce qu'elle fait que, je veux dire, à la base, elle est pas bien dans sa tête, quoi. Elle est dingue, elle est androïde, elle se croit enceinte. Donc tu fais, est-ce que vraiment c'est celle-là qu'on doit faire passer pour la nana badass du truc, etc., qui est celle qui est bercée d'illusions et qui pourrait exploser à n'importe quel moment? Enfin, je sais pas, elle est pas agréable non plus. On a toute une bande de soldats qui servent absolument à rien, qui sont ni appréciables ni détestables, mais bon, voilà, ils sont pas cool. Il y a des scientifiques qui sont aussi censés être assez troubles, tu sais pas vraiment si c'est des gentils, si c'est des méchants, ils ont plus de conscience et de morale et d'éthique que la personne qui les emploie, mais au final, ils font bien ce qu'ils lui demandent. Et au final, tu sais jamais trop ce qu'ils essayent de prouver, ce qu'ils essayent de dire, ce qu'ils essayent de faire. C'est pas les plus détestables du truc, mais ils sont pas incroyables non plus. Et alors, celui que j'ai vraiment détesté pendant toute la série, et j'arrive toujours pas à savoir si c'est la gueule de l'acteur qui me revient pas, ou si c'est le rôle pour lequel il est connu en dehors de ça, qui a déteint sur le truc. Je pense vraiment que c'est juste
la gueule et le jeu du personnage, qui a un jeu très malaisant, qui te met très mal à l'aise, très, très bizarre, c'est le fameux Joe, donc le frère de Wendy, qui est l'acteur qui jouait dans cet épisode cultissime de Black Mirror. Je suis désolé, du coup je suis obligé de spoiler l'épisode, mais où il jouait un pédophile. Tout un truc où t'avais un gamin de 15 ans, 14-15 ans, qui s'était fait choper par des pirates en train de regarder du porno sur internet et les mecs menaçaient de diffuser la vidéo. Et le mec est absolument tétanisé par ça et fait les pires trucs du monde pour essayer de faire en sorte que la vidéo soit pas diffusée. Et au bout d'un moment, tu dis, là, quand même, tu vas loin, je veux dire, admets juste que t'as regardé un porno, c'est quand même pas si grave que ça, et à la fin de l'épisode, on te révèle, mais en fait, c'était pas juste du porno, c'était du porno pédophile, en fait. Donc, le mec était vraiment fondamentalement malsain, et c'est pour ça, du coup, qu'il voulait absolument le cacher, etc., etc. Et ça pourrait être ça pourrait juste être ce rôle-là qui a déteint sur le reste, mais en fait, j'ai l'impression qu'il a pas changé sa façon de jouer par rapport à cet épisode-là. Et du coup, il a tous les défauts et tous les trucs qui rendent ce personnage malsain et malaisant et pas agréable, pas appréciable et un peu détestable, et il les fout dans ce personnage qui est censé être beaucoup plus positif. Mais j'ai jamais réussi à l'apprécier parce que dès que je le vois dans un truc, je le regardais toujours d'un œil louche. Il a des comportements, il a des maniérismes, il a des façons de... Chaque mouvement, chaque micro-mouvement, chaque muscle qui bouge dans son visage te fait passer l'idée, ce mec est un fils de pute. Ou je sais pas, mets ton radar danger en alerte, quoi, un truc dans ce genre-là, quoi. Il a vraiment l'air malsain et bizarre pendant tout le truc, et je pense pas que ce soit parce que, enfin, quand même, les acteurs, je les ai tous vus dans des tas de rôles différents, je sais ce que c'est de voir un acteur qui joue un rôle différent de temps en temps, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est juste sa façon de jouer, ses maniérismes, son comportement qui, naturellement, le rendent malsain et malaisant, en fait. Et du coup, j'étais jamais très content quand il était avec Wendy et avec le reste du groupe, parce que j'avais toujours derrière la tête l'idée, il y a une vibe de pédophile ou de machin, enfin de mec bizarre, quoi. Et je m'attendais toujours, pendant toute la série, je me suis attendu à ce qu'on révèle un truc de ouf sur lui, et au final, non, ça n'est jamais venu, mais vraiment, à chaque fois qu'il était à l'écran, j'y arrivais pas, quoi, je n'y arrivais pas. Dès que sa gueule arrivait dans la caméra, j'y arrivais pas. Au final, le seul et unique personnage que je trouve plutôt sympathique dans la série, et qui m'est resté, que j'ai trouvé appréciable pendant plusieurs scènes, c'est Wendy. Ce qui n'est pas son vrai nom en vérité, elle a un autre nom, mais donc c'est le seul personnage que j'ai trouvé un petit peu sympathique, prenant, auquel je me suis un petit peu attaché, que je comprenais à peu près, qui était à peu près bien développé, qui traitait de certaines thématiques, qui explorait certains trucs, notamment sa communication avec les xénomorphes. Ça amène toujours pas un payoff vraiment satisfaisant, mais au moins il y a quelque chose. C'est peut-être aussi ça qui fait que je l'apprécie, c'est au moins c'est un personnage qui a amené à quelque chose à la fin de l'épisode. Oui, on a domestiqué un xénomorphe, grâce à elle. Alors c'est nul à chier de domestiquer un xénomorphe, mais au moins, son personnage est allé quelque part, quoi. Au moins, il avait une destination, au moins, elle savait quoi faire, elle avait une idée, une envie, elle a été travaillée par certaines décisions, savoir ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle voulait pas faire, etc., etc. Elle a pesé le pour et le contre, elle a parlé avec plein de gens. Elle, au moins, elle a eu un traitement intéressant. Le reste, ils auraient pu tous crever, ça n'aurait rien changé pour moi, quoi. Parce qu'ils apportent rien à l'histoire. C'est ça, je sais même pas pourquoi ils les gardent vivants pour la saison d'après, parce que tu fais, mais ils apportent rien, ces personnages, pourquoi tu veux qu'ils soient encore là? En plus, il y en a plein qui sont des acteurs assez connus. Il y a Timothy Olyphant, je crois, qui joue l'Android, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Timothy Olyphant. Donc c'est quand même un gros nom pour le truc. Il sera pas forcément disponible ensuite derrière. Ça peut être laborieux pour le faire revenir pour la série. Pourquoi garder son personnage vivant? En plus, dans l'état dans lequel sont les méchants à la fin, ils pourraient tous être morts. Mais pourquoi du coup les garder vivants alors qu'ils servent à rien et qu'ils amènent rien d'intéressant à l'histoire en fait? My God, je crois que c'est un des vlogs les plus longs que j'ai jamais fait de ma vie. Je dis, les séries, c'est quand même super chiant parce qu'il y a tellement de points différents qui sont abordés que faire un résumé du truc, c'est toujours très laborieux, quoi. J'aurais pu juste dire c'est une grosse merde, ça ne va nulle part, c'est chiant, les personnages sont détestables, l'alien est humilié et les 4 autres races d'aliens qui sont présentes dans le truc ne servent à rien. Donc voilà, c'était une série qui était chiante, dans laquelle il ne se passait rien, dans laquelle ça n'avançait pas, avec un montage insupportable, une musique insupportable aussi, du coup, avec les musiques de fin, avec le rock californien, des personnages insupportables, et tout ça ne mène à rien, n'est pas traité, n'est pas développé. C'est du setup sans payoff, c'est inintéressant au possible. Et je veux dire, c'est juste, sur la scène de fin, il y a plein de trucs, genre, il y a clairement Yutani qui est en train d'avancer vers la ville pour attaquer, sur l'île, pour attaquer un truc. Il y a l'œil de l'alien qui s'est foutu dans un corps, et donc peut-être d'un corps humain, et donc peut-être qu'enfin il va pouvoir parler et nous présenter un petit peu un truc, etc. Rien du tout. Les xénomorphes, on n'a toujours pas expliqué pourquoi est-ce qu'ils arrivaient à parler avec Wendy, d'où s'est créé le lien entre les deux. Enfin,
T'arrives à la fin de cette série, tu dis, il y a plein de trucs qu'on pourrait te proposer pour te donner un aspect au moins un peu satisfaisant à cette fin, et te donner envie de voir la suite. Et non, en fait, on te dit, non, mais en fait, tous les trucs intéressants que vous pensiez avoir dans cette série, faudra attendre 2 ans, parce que ça fait toujours 2-3 ans maintenant pour qu'une série sorte, pour avoir la réponse de la saison 2. Et tu fais, mais non, que dalle, c'est pas comme ça que vous deviez faire, en fait. C'est pas comme ça que tu dois faire ce genre de série, notamment en plus quand c'est la première fois que tu adaptes un film en série, tu sais pas trop ce que ça peut donner. Fais une première saison super bonne, où tu traites de plein de sujets, où t'amènes à certains points intéressants, où tu développes correctement un truc, et à la fin, quand tu dis, bah, il y a peut-être de la place pour en raconter plus, on te dira, ouais, cool, raconte-en plus. Mais à force de tout garder secret pour d'autres saisons, 5 saisons en plus, quelle horreur, et ne rien vraiment développer, ne rien faire dans le truc, bah au final t'as fait que des setups et t'as pas de payoff. C'était chiant, c'était chiantissime à regarder cette série parce qu'il se passe rien, il y a jamais rien qui aboutit, il y a jamais rien qui se développe, il y a jamais rien qui amène à une conclusion satisfaisante. Et quand il y a des trucs qui vont à leur conclusion, c'est pas satisfaisant justement, parce que c'était juste pour t'occuper, pour remplir un épisode, le temps qu'on trouve quelque chose d'intéressant à raconter. C'était une catastrophe. Alors, dernier point à aborder avant de terminer la vidéo, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui me l'ont demandé. Est-ce que je vais faire un pourquoi j'ai raison ou vous avez tort sur Alien Earth? Je ne pense pas, parce que vous voyez la durée que fait un vlog, imaginez la durée que ferait un épisode de pourquoi j'ai raison ou vous avez tort. Je vais en faire un de 5 heures. Alors, je sais que vous trouvez ça cool. Moi, ma vie va disparaître pendant 2 ans si je fais un pourquoi et vous avez tort de 5 heures. Donc, non, je pense pas refaire un truc comme ça. Je l'aborderai sans doute rapidement et de façon résumée, quand on reviendra à nouveau sur la saga, mais faire un pourquoi j'ai tort entier là-dessus, c'est non. En plus, c'est encore un sujet de plus qui se rajoute et qui retarde ma liste de sujets à aborder qui est constamment en train de s'allonger depuis 5, 6, 7 ans, 8 ans. Donc non, c'est trop. Je peux pas faire un pourquoi j'ai tort en plus là-dessus. Mais je pense que je vous ai quand même donné tout un tas de choses à creuser et je vous ai donné tout mon avis complet sur tous les trucs, quoi. Donc maintenant, voilà, c'est à vous de voir, mais je serais très surpris que qui que ce soit véritablement satisfait par cette série, quoi. J'en ai vu quelques-uns passer, hein. J'ai vu quelques gens dire « Ah, quand même, la série, elle est cool, elle fait le taf, j'ai vu ce truc-là qui passait bien, etc. » Je comprends pas comment vous pouvez dire ça. Mais bon, après le succès qu'a reçu Romulus alors qu'il faisait de la merde, tu dis bon, après tout, ça devient habituel maintenant, surtout pour cette licence. Voilà, ça y est, je vais enfin arrêter le tournage, pour passer au montage. Je commence à plus avoir de voix, donc c'est très bien qu'on s'arrête maintenant à 2 heures de tournage. Voilà, c'était mon opinion sur Alien Earth. C'était nul et je ne le recommande à personne, surtout pas à des fans d'Alien. Parce que c'est un sacrilège presque à ce niveau-là. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.